Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin au public d'Averroès. Je dis dimanche matin a la réputation d'être le meilleur de toutes les rencontres. Parce que venir le samedi après-midi à 15h, ça va, mais le dimanche matin à 11h, c'est quand même le signe d'une curiosité intellectuelle et moi je dis bravo à vous. Alors, on est là donc pour la dernière rencontre de ces rencontres qui a moins l'ambition de conclure ou de boucler une question un peu infinie, évidemment, mais plutôt l'ambition d'essayer de déplacer un peu le regard, le curseur de l'analyse, disons, du haut vers le bas. Quand je parle du haut, je pense à une forme de verticalité conceptuelle. On a parlé du sacré, de la terreur, de l'autoritarisme, qui sont des concepts assez forts. Et là, on va essayer de s'intéresser plutôt à des choses plus, j'allais dire, par le bas, c'est-à-dire, finalement, aux sociétés telles qu'elles existent concrètement, c'est-à-dire aux conditions d'existence des peuples, qui sont évidemment un motif de réflexion sur la question de la liberté. Et évidemment, je pense qu'interroger aujourd'hui la liberté, c'est évidemment se demander comment concrètement les peuples, dans leurs contraintes, dans leur politique économique et sociale, peuvent exercer leurs libertés individuelles. Alors, les contraintes économiques, on va en parler beaucoup, les politiques d'austérité, les questions de surveillance étatique sont évidemment des questions qui, aujourd'hui, vont avoir un enjeu important à travers notamment 3 cas qu'on va essayer d'analyser ce matin, le cas d'Algérie, de la Tunisie et de la Grèce. Je vous présente nos invités rapidement. À ma gauche, Marina Coppa, qui est politologue, vous êtes professeur de politique comparée à Athènes. Vous êtes spécialiste de la question des Balkans, mais vous avez aussi, parallèlement à vos activités universitaires, eu des activités politiques, puisque vous avez été membre du Parlement européen de 2007 à 2014, je crois, et vous dirigiez à l'époque, vous coordonniez le groupe socialiste et démocrate sur les questions de défense. À ma droite, Farah Achad, bonjour. Vous êtes tunisienne. Ancienne avocate, juriste, on peut le dire, militante associative. Vous avez créé en Tunisie, juste après la révolution de 2011, un think tank, une sorte d'association à vocation scientifique qui s'appelle le Labo démocratique. Et vous travaillez justement sur votre enjeu, c'est d'essayer d'enraciner en Tunisie une démocratie innovante, active. À votre droite, Jean-Marc Manac, qui lui est un journaliste d'investigation, spécialiste depuis un long moment maintenant, depuis le début des années 2000, des questions d'Internet, du numérique, de surveillance. Il a beaucoup écrit, et il écrit beaucoup toujours sur ces questions, dans 10 000 médias possibles, au Canard enchaîné, aujourd'hui un peu sur le blog du Monde aussi. Il a un blog qui s'appelle Bug Brother, voilà. Vous avez travaillé aussi à OVNI, bien sûr, un site important. Et vous avez également réalisé des documentaires, donc vous êtes un spécialiste émérite de ces questions qui sont une manière aussi d'élargir le débat sur la question finalement de la surveillance entre autres. Et enfin, je vous présente notre dernier invité, Raouf Bousekine, qui lui est un acteur de la vie marseillaise, vous le connaissez peut-être, économiste, qui est professeur à Aix-Marseille et qui dirige aujourd'hui l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille et qui, comme Marina d'ailleurs, a aussi une double casquette, entre guillemets, puisqu'il a été conseiller économique du Premier ministre algérien depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui à peu près, il nous en parlera. Alors, pour lancer la conversation, je voulais juste rappeler une citation du philosophe Michael Fossel, qui vient de sortir un très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle L'avenir de la liberté, qui est une réflexion sur la liberté à partir des textes fondateurs de Rousseau, Kant et Hegel. Bon, c'est de la philosophie, mais je pense que c'est une manière aussi de poser bien le problème. Fossel nous dit que la liberté, je le cite, possède une loi qui lui est propre, l'autonomie, à partir de laquelle il est possible d'édifier un monde. La question, je trouve que l'expression édifier un monde est vraiment une manière aujourd'hui de poser le problème de la liberté, puisque finalement, édifier un monde, c'est quoi? C'est peut-être donner un sens au temps, à la manière dont on s'inscrit dans son époque. Or, dit-il, seule la liberté donne un sens au temps. Elle est le socle sans lequel il n'y aurait pas de monde humain. Et la question, je pense, que nous allons aborder ce matin est une manière précisément d'essayer de creuser cette question. Est-ce que la question sociale, précisément, est une manière ou pas de poser la question de la liberté, ou en tout cas comme une entrave, ou au contraire comme une sorte d'accélérateur? On voit bien que 6 ans après le printemps arabe, autant de temps d'ailleurs après la crise de la dette grecque, puisque la dette grecque date déjà de 2010 quand même, donc c'est pas nouveau. On voit bien qu'aujourd'hui la question des transitions politiques dans ces pays reste très fragile, très fébrile, et donc peut-être
Pour commencer, il faudrait, j'ai envie de dire que, pour finir, juste, ce qui est intéressant, c'est que dans le débat public, vous l'entendez comme moi, tous, on entend tout le temps des mots comme austérité, oligarchie, gabégie, domination, contrôle, surveillance, qui sont des mots comme ça indexés à une rhétorique un peu autoritaire, qui sont une manière de poser la question, est-ce qu'aujourd'hui les peuples peuvent conquérir leur autonomie, de quoi édifier un monde? Alors peut-être pour commencer, je voulais demander à Rachid Bousekine, non, je vous ai appelé comment? Je vous ai appelé... c'est pas grave. Enfin, faut appeler ce que vous voulez. Peut-être qu'on va commencer avec l'Algérie, parce que c'est vrai que c'est un pays qui évidemment a en plus un lien fort avec cette ville. Comment aujourd'hui la politique économique algérienne vous semble, j'allais dire, fragilisée? Un contre-choc pétrolier a eu lieu depuis 2 ans à peu près, en 2014, et elle déstabilise un petit peu l'économie. Comment vous appréhendez justement précisément cette question de la souveraineté du peuple par rapport aux contraintes économiques qui pèsent sur elle? Oui. Oui, alors la situation actuelle est effectivement un peu confuse, on va dire, parce qu'il y a un certain nombre de chocs, pas seulement le choc pétrolier en vérité. Alors peut-être pour faire un petit peu d'historique rapidement, hein, le premier choc que nous avons eu en commençant à partir de 2010, parce que l'histoire de l'Algérie est très longue et très controversée en vérité. Il y a eu le fameux printemps arabe. Je rappelle qu'il y a eu des émeutes de la faim en Algérie en même temps qu'en Tunisie, notamment pour le prix du sucre raffiné, pour des histoires de fiscalité que je vous passe. Et donc, là où la révolution tunisienne a fonctionné, on peut discuter de pourquoi ça a réussi. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il y paraît. Les soulèvements algériens ont été vite maîtrisés parce qu'il y a eu la manne pétrolière. Et donc, ce qu'a fait le gouvernement, c'est typiquement, en plus de subventions massives des biens de première nécessité, il a augmenté il a augmenté les salaires des fonctionnaires de façon assez abrupte, un doublement de salaire avec effet rétroactif. On aimerait tous savoir ce genre de choses. Hein. Et alors, le problème, c'est lorsqu'on fait ce genre de choses, naturellement, on déstabilise durablement les finances publiques. Il y a ce qu'on appelle en économie ratchet effect, c'est-à-dire il y a un effet de cliquet. On ne peut pas revenir en arrière, quoi. Et donc, ça s'est conjugué avec le contre-choc pétrolier 3 ans plus tard. Et ça, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que d'un seul coup, les revenus ont fondu de moitié. Donc ça, c'est à combiner avec les doublements de salaire qu'il y a eu 3 ans avant. Donc on se retrouve avec des déficits budgétaires colossaux, bien supérieurs à ceux de la grecque à l'époque de la Troïka, la joyeuse Troïka de l'époque grecque. Là. On se retrouve avec des déficits budgétaires de l'ordre de 16%. Et pourquoi? Et d'ailleurs, si on prend l'année de base 2014, je ne vais pas vous embêter avec des détails techniques, juste pour vous dire qu'il y a un vrai problème d'ajustement des recettes aux dépenses. Si on prend l'année de base 2014, qui est l'année du contre-choc pétrolier, où il y a eu un baril de pétrole à 110 jusqu'à juin, puis 55 juste après, prix moyen 99 quand même, déficit budgétaire 8%. Vous imaginez un déficit budgétaire avec un baril à 100 en moyenne? Alors qu'il est maintenant de 60, il a été à 50, il a été à 30 en janvier 2016. Donc il y a un vrai problème de désajustement. Que doit faire le gouvernement? Alors si vous allez voir le FMI va vous dire tout de suite d'évaluer le dinar, couper les dépenses publiques, en particulier les transferts sociaux, et privatiser. Or, la tradition en Algérie, vous savez que l'Algérie est un pays très fier, où il y a beaucoup de fierté et d'attachement à la souveraineté. Et il y a eu l'exemple infamant, pour beaucoup d'Algériens, de la gestion de l'Algérie par le FMI entre 1995 et 1998. La France nous a beaucoup aidés, d'ailleurs, pour régler notre problème de dette, Club de Paris. Donc là, dans cette perspective, il faut faire des arbitrages. Alors, ce que nous avons fait lorsque j'étais rappelé par le Premier ministre Sellal, c'est de faire, pour la première fois en Algérie, une évaluation pluriannuelle du déficit. En Algérie, on faisait un budget par an. Là, on fait un budget sur 5 ans, en essayant de réduire les déficits, sans pour autant heurter de plein fouet la population. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à 2017 inclus, avant que je ne parte moi-même de mes fonctions. Vous êtes parti quand? Vous êtes parti quand de fonction? En mai 2017, okay. Avec le Premier ministre de l'époque. On a gardé un niveau de transferts sociaux de l'ordre de 22%
22 points de PIB, c'est énorme. Hein. Alors, vous comparez avec la Tunisie et le Maroc, ils sont nettement plus bas. On ne peut pas dire donc que les classes sociales sentent que les transferts sociaux ont été touchés. On ne fait pas ça. Nous avons dévalué raisonnablement. Il fallait dévaluer le dinar parce que lorsqu'on dévalue le dinar et les revenus que nous avons dépendent des importations de pétrole, dévaluer, c'est avoir plus de dinars pour s'occuper de la gestion, du fonctionnement de l'économie. Nous avons un avantage énorme par rapport à d'autres pays qui nous permettent donc de rester quand même dans les clous, c'est que nous avons des réserves de change absolument colossales. Nous avons démarré avant le contre-choc à plus de 200 milliards de dollars. Nous en sommes à septembre 2017 à 102 milliards. C'est plusieurs années d'importation. Nous avons même prêté 5 milliards de dollars au FMI. Donc nous n'avons pas le FMI derrière nous, et quand nous recevons les recommandations habituelles du FMI, on leur répond, comme j'ai dit hier dans une interview, de façon assez sèche. Nous avons ce plaisir-là. Pour autant, et je finis là-dessus parce que je ne veux pas monopoliser la parole, nous sommes dans un système qui reste, en termes d'économie et d'économie politique, instable. Parce que nous n'avons pas encore fait les ajustements nécessaires entre les dépenses de l'État et les ressources de l'État, parce que nous n'avons pas diversifié suffisamment l'économie, qui reste extrêmement dépendante du pétrole. Alors on peut se poser la question, pourquoi on n'a pas démarré encore le processus? On a fait quelque chose, ça reste assez peu ajusté à la gravité de la situation. Donc si on veut aller vers un système stable à long terme, et si on veut éviter d'avoir le FMI à la porte dans quelques années, il faut bien commencer ces réformes douloureuses. Alors le manque de diversification, et Dieu sait que j'ai pondu un nombre incroyable de rapports pour pousser ce dossier, le manque de diversification, c'est-à-dire l'encore trop forte dépendance aux ressources pétrolières, est évidemment dû à des problèmes d'économie politique, et non pas de politique économique, c'est-à-dire à des luttes de clans, pour le dire clairement. Et dans ce cas, la solution ne peut être finalement que politique. À supposer que les choses avancent sur ce plan. Alors, il y a sur le bureau du gouvernement algérien un certain nombre de plans de développement pour diversifier l'économie et pour ajuster au fur et à mesure le niveau des dépenses à celui des ressources. Liberté, peut-être vous poserez la question plus tard. Je suis en train de répondre à une question précise qui est celle de l'évolution économique de la situation actuelle. Et donc je dis que la question économique et par conséquent celle des libertés a une seule clé qui est politique. Alors je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais peut-être que je vais m'arrêter là, on aura l'occasion d'échanger. On va revenir parce que ça serait intéressant aussi de voir précisément comment ce débat politique se déploie en Algérie aujourd'hui, et peut-être que c'est un des problèmes aussi, c'est peut-être aussi que précisément cet espace public n'est peut-être pas assez aujourd'hui articulé. On reviendra sur l'Algérie, mais peut-être on va élargir déjà le cercle à la Grèce, qui est un autre cas évidemment assez passionnant, enfin dramatique, on peut le dire, des politiques d'austérité qui sont menées. Je signale que, vous pouvez le voir, il y a un très bon papier sur Mediapart qui est sorti hier sur un rapport annuel, un rapport de la Cour des comptes européenne qui vient de sortir, qui est donc la Cour des comptes européenne, c'est une institution indépendante, voilà, qui existe depuis longtemps, depuis 1977, qui donc essaie de mesurer un peu, évaluer les politiques publiques économiques au sein de l'Europe, qui est un rapport extrêmement accablant, très très sévère sur tous les plans de restructuration de la dette depuis 2010, et qui est une manière un peu de saccager, disons, toutes les politiques qui ont été menées depuis ces années. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. Comment aujourd'hui la Grèce s'en sort, je vais dire, je crois qu'elle s'en sort assez mal. Et
je pose la question de manière un peu naïve, mais c'est intéressant aussi de voir, c'est qu'en France, dans les débats, notamment dans l'espace médiatique, on en parle de moins en moins. Au moment des restaurations à Bruxelles, c'était un sujet. Maintenant, aujourd'hui, la Grèce est un peu oubliée. Donc, racontez-nous un peu ce qui se passe en Grèce. La Grèce ne fait plus première page de journaux, mais les problèmes persistent. Je voudrais commencer par un constat. Ce qu'on voit en Grèce aujourd'hui, c'est la redistribution des revenus la plus violente en temps de paix après la Deuxième Guerre mondiale. La classe moyenne est anéantie, il y a une paupérisation progressive de la population et les inégalités montent. Le pays a perdu le 25% de son PNB depuis 2010. Le chômage est à 30% en moyenne et parmi la population jeune de moins de 30 ans, 65%. Alors, les données sont comme ça. Un autre constat est que la place réservée aux droits de l'homme ces dernières années, et pas uniquement en Grèce, mais dans tous les pays de crise et en Europe en général, a diminué en même temps que le budget public partout en Europe. Mais contrairement aux budgets nationaux, les droits de l'homme ne bénéficient pas des plans de sauvetage. D'un côté, il y a les mythes des paresseux du Sud et les fourmis travailleurs du Nord, mais aussi les difficultés économiques combinées avec les mesures d'austérité pas toujours efficaces qui menacent la base de la démocratie et portent atteinte aux droits humains et surtout les droits sociaux, droits économiques, droits civiques et politiques. Parce que, en général, la responsabilité part des institutions nationales légitimes et responsables pour d'autres institutions comme la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission, qui ne sont pas responsables devant un corps légitime. Quand j'étais invitée ici, Thierry Fabre m'a demandé est-ce qu'on peut parler d'une souveraineté limitée pour la Grèce ? Et comme je pensais après sur cette question, je peux dire qu'en Grèce aujourd'hui, on a une colonie de dettes, c'est-à-dire une colonie d'un type nouveau, une colonie de temps de globalisation, où le mécanisme de contrôle international est vraiment la dette. Et en réalité, sur la base des accords, les mémoranda, le pays n'est plus indépendant et n'est plus souverain, parce qu'elle est soumise justement au contrôle de cette troïka. Est-ce un protectorat de type de Kosovo ou de Bosnie ? Non. Un protectorat, au moins, est désigné comme tel par des traités. Ce qui se passe en Grèce n'est pas formel, mais c'est la perte de souveraineté et l'indépendance absolue. Les colonies sont des résultats des accords internationaux sans la participation des intéressés. Et la Grèce, souvent, ne participe pas aux rencontres informelles qui ont eu lieu sur son avenir entre les pays de notation triple-A, ou entre l'Allemagne et les autres parties de la Troïka. Alors, elle est plutôt une colonie de dettes. Le contrôle est fait par les créanciers. Et ce contrôle fait actuellement partie du système institutionnel du pays. Et comme je dis, le mécanisme par lequel la Grèce a perdu son indépendance est la dette. Elle est une colonie de dette, comme je dis, où le capital financier, à l'âge de globalisation, fait le jeu. Elle retient quelques aspects de souveraineté formelle, mais toute la politique économique, sociale, les budgets, et même la politique sociale au niveau du travail, droits économiques, salaires, tout est contrôlé par les créanciers. Et sur le front interne, la souveraineté est compromise.
les pouvoirs formels du Parlement restent intacts, mais le Parlement est obligé de voter des lois de 900 pages dans un délai de 48 heures où les députés n'ont pas même la possibilité de lire la totalité des textes. Et après, la discussion et le processus du vote prend uniquement 5 à 6 heures. Alors, pour quelle souveraineté nous parlons? Alors, c'est un constat amer que dire que mon pays a perdu sa souveraineté, son indépendance au niveau international. Et je pourrais même ajouter que les rapports entre la Grèce et l'Union européenne sont plutôt de rapports d'empire forgés à travers le mécanisme des contrats d'emprunt. Et le pays est devenu comme ça par ce mécanisme et en fait, en même temps que l'Union européenne devient un empire, c'est pas mon idée à moi ça, il y a plusieurs écrivains qui ont travaillé sur ce nouveau concept de l'Union européenne comme un empire. Alors, je répète, je résume, pourquoi colonie de dette, pays à souveraineté limitée, deuxièmement, sous le contrôle des pays tiers, et troisièmement, avec les institutions qui ne font que valider les décisions prises ailleurs, par la Troïka, par la bureaucratie, par le rôle de leader de l'Allemagne ou par Bruxelles ou le capital financier international qui intervient à l'intérieur même de cette colonie de dette. Et en même temps, des secteurs clés de l'économie, les secteurs bancaires, le secteur public, sont aussi contrôlés par les créanciers. Alors, les contrats de prêt sont utilisés pour transformer un État souverain en une colonie de dette où la démocratie, l'État social, l'État des droits sont compromis. Et aussi où les fondements de l'Union européenne, respect des droits de l'homme, démocratie, égalité, sont tout à fait compromis. J'arrête là, mais je peux donner beaucoup plus de détails. Avant de me tourner juste vers mes voisins de droite, juste une petite question qui s'adresse à tous les deux, en fait, parce que je trouve ça intéressant peut-être aussi de poser le problème tout de suite. C'est comment, aujourd'hui, face à toutes les contraintes que vous venez de définir, qui sont différentes, mais voilà, qui, malgré tout, ont des traits communs, comment vous évaluez, disons, l'apathie apparente des peuples aujourd'hui? Aujourd'hui, on a l'impression que la société civile grecque est un petit peu... et comment dire, étouffé. En Algérie, je pense qu'on peut dire la même chose, et c'est depuis bien longtemps. Comment expliquez-vous? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Alors, dites-moi, alors, justement, comment... Je vais la laisser parler. Non, mais justement, c'est intéressant. Comment vous évaluez, enfin, vous mesurez la question, justement, des réactions, entre guillemets, du peuple face à toutes ces contraintes? Je peux? Oui, bien sûr. Et là, le problème en Grèce, c'est que la contestation des premières années de la crise était exprimée par Syriza, le parti qui actuellement est au gouvernement. Alors il n'y a pas de contestation. Le peuple souffre d'une façon moue, mais d'après moi, c'est une désespoir bouillante qui existe encore, parce qu'il n'y a pas une alternative. Le gouvernement de Syriza a commencé avec des déclarations que nous allons sortir de la zone euro, sortir même de l'Union européenne. Il y a eu un référendum en juillet 2015. Le référendum a été 62% contre les mesures d'austérité. Et le gouvernement de Tsipras, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis à côté et il a continué avec un nouveau contrat d'emprunt avec les créanciers. Donc, ce peuple qui est en plein désespoir actuellement n'a pas une alternative viable. Mais le désespoir, le mécontentement est là et on ne sait pas où ça va mener. Ah ouf, alors oui, sur l'Algérie. Non, je vous disais que ce serait faux de dire qu'il y a une complète apathie de la part du peuple algérien et qu'il y a un problème énorme de liberté publique en Algérie. Ce serait faux. Il suffit de voir l'activité débordante des internautes algériens sur Facebook, etc. Il suffit de voir un peu les débats publics.
au Parlement. Ce n'est certes pas une démocratie parfaite, c'est ce qu'on appelle en langage un peu technique une anocratie. Mais le peuple algérien a répondu de façon très intelligente à la situation un peu, disons, de monopolisation de certains cercles. Tout simplement en boycottant les élections législatives. C'était un sale coup porté à la légitimité politique. Vous savez, c'est beaucoup plus dur que d'aller faire des manifestations. Ça a été ressenti très très fort au plus haut niveau et ça a motivé des changements dont je ne parlerai pas ici. D'accord. Très bien, on pourrait y revenir. C'est quoi une anocratie ? Oui, l'anocratie, vous voulez nous définir ce concept ? Oui, c'est une anocratie, ce n'est pas une démocratie. Au sens, je ne vais pas vous faire un cours d'économie institutionnelle ici, hein, donc non, c'est pas le lieu. Donc, on mesure le caractère démocratique d'un pays par le nombre de contraintes qu'il y a sur l'exécutif. Ce qui fait, par exemple, ça c'est un point, par la compétition, l'ouverture à la compétition politique, ça c'est très important, et c'est par les systèmes de votation. Dans les classements habituels que nous trouvons dans la littérature, en sciences politiques, par exemple, ça va vous faire rire, les États-Unis c'est une full démocratie, la France c'est en dessous. Pourquoi ? Parce que pour stupide que soit Trump, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors que le président français peut faire beaucoup plus que ce que peut faire Trump, en vérité. Alors, juste à propos de vitalité démocratique, Farah, on va voir avec vous le cas tunisien, qui est un pays qui intéresse beaucoup ces rencontres. On en a beaucoup parlé hier. On voit bien qu'on parlait de la Constitution, qui est quand même une grande avancée démocratique essentielle. Et on voit bien que le pays est un peu à la croisée des chemins et que finalement, entre ces avancées et ces résistances internes sur lesquelles vous travaillez beaucoup, je rappelle juste pour préciser, parce que peut-être que je ne l'ai pas dit, que vous êtes la petite fille d'un grand syndicaliste tunisien qui a été une figure très importante de la Tunisie et que vous travaillez aussi sur la question de la justice transitionnelle et vous, notamment sur l'accès aux archives, etc. C'est un de vos champs, je crois, importants. L'accès aux archives de la dictature, voilà. après l'indépendance. C'est ça, voilà, on va travailler là-dessus. Alors comment aujourd'hui, avec votre association, le Labo démocratique, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, vous arrivez à identifier justement précisément le cas tunisien dans ces avancées démocratiques et peut-être dans ces résistances ? Alors oui, on est un peu à la croisée des chemins. Même, alors il y a des jours où on pense qu'on est à la croisée des chemins, et des jours où on est un peu plus pessimiste, donc ça dépend, c'est en dents de scie. En fait, là, on arrive bientôt enfin, on va avoir le 7e anniversaire de la Révolution. Et on peut se poser la question des avancées, des avancées et des blocages. En termes de blocage, aujourd'hui, nous avons plusieurs choses. Enfin, la première chose, c'est la loi sur la réconciliation, ce qu'on a appelé la loi sur la réconciliation économique en Tunisie. C'est une loi qui a été adoptée il y a peu de temps, qui amnistie les personnes qui ont contribué ou participé à la corruption, les fonctionnaires qui ont participé à la corruption, sans que eux-mêmes aient bénéficié d'avantages financiers. C'est une amnistie sans qu'il y ait de transparence, en fait. Il va y avoir des listes comme ça de personnes. Donc, en gros, dans la liste, il peut y avoir des gens qui finalement ont bénéficié d'avantages financiers et ce sera très difficile de contrôler tout ça. Ceci est un vrai blocage, enfin c'est une régression même par rapport à tout le combat qui a été mené depuis 2011 sur la justice, qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire que la vérité soit faite sur les mécanismes de l'ancien régime, que ce soit en termes de droits de l'homme, de violence, de torture. Bon, ça, on est en train d'avancer, mais aussi de crimes économiques. Et les crimes économiques étaient au cœur du problème de l'ancien régime. Donc, ceci est une régression. Et le gouvernement, en fait, le régime, enfin le gouvernement en place, le Parlement a adopté cette loi
En même temps, en fait, c'est assez. D'abord, les partis qui ont voté cette loi, il y a le parti Nida Tounes et le parti islamiste. Nous, en Tunisie, dans la société civile, on dit qu'on est passé d'une justice transitionnelle à une justice transactionnelle. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une sorte d'alliance pour mettre un peu ce couvercle sur les choses de l'ancien régime, de faire ralentir ce processus de justice transitionnelle. Deuxième chose, cette loi a été adoptée le jour même, ou enfin quelques jours près, je ne me souviens pas, de quelque chose, d'une grande avancée. Par contre, mais on dirait que ça a été fait exprès pour faire passer la pilule, qui est l'abolition d'une circulaire qui empêchait les femmes tunisiennes, musulmanes, d'épouser des non-musulmans. C'est-à-dire qu'il fallait que l'homme non-musulman se convertisse pour pouvoir épouser une Tunisienne musulmane. Ce qui était contraire à la Constitution, même d'ailleurs, même sans la Constitution, sans la nouvelle Constitution, avant déjà, ce n'était pas tout à fait légal. En réalité, cette circulaire n'était pas tout à fait légale. D'ailleurs, elle avait été contestée en justice et certains juges avaient considéré qu'elle n'était pas très légale. Mais donc, on a aboli cette circulaire le jour même, ou enfin la veille, quelque chose comme ça, que l'adoption de la loi sur la réconciliation économique ou administrative. Donc on voit bien que la chose qui fait un tout petit peu peur aujourd'hui, c'est de reprendre cette rhétorique de l'ancien régime sur le féminisme d'État, sur les avancées des droits des femmes, pour masquer en même temps d'autres types de régressions en termes de droits politiques et droits individuels ou d'avancées démocratiques. Donc ce point, je veux rester prendre vraiment mes précautions. On est à la croisée des chemins. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, que c'est la régression, que tout est noir, pas du tout. On avance petit à petit, mais comme tout processus, il y a des hauts et des bas, et on doit se battre tout le temps. Rien n'est jamais acquis. D'ailleurs, même dans les démocraties les plus enracinées, rien n'est jamais acquis. Mais pour nous, c'est plus difficile parce que les vieux réflexes reviennent très très vite, qu'il y a des intérêts très forts à masquer ce qui s'est passé dans l'ancien régime, que justice ne soit pas faite. Il y a de gros intérêts derrière, donc c'est encore plus difficile, surtout avec un contexte en termes de sécurité qui est difficile aussi. Et quand on a ce type de contexte, la population en général, tout ce qu'elle veut, c'est la sécurité, c'est d'avoir une économie stable. Donc, bien entendu, les droits politiques ou les avancées démocratiques ne sont plus la priorité nécessairement. Hein. Donc ça aussi, ça pose problème. Donc voilà pour décrire un peu la situation. Dans 2 ans, nous allons avoir de nouvelles élections. Les réformes qui devaient être faites en termes de réforme du secteur de la sécurité, de la justice, n'ont pas encore été faites. Est-ce qu'en 2019, le pouvoir aujourd'hui en place, enfin ceux qui ont un tout petit peu plus de voix que les autres au Parlement ou qui ont pu revenir sur le devant de la scène, accepteront de laisser la place dans le cadre d'une alternance en 2019. La question reste posée pour nous en tant que société civile, c'est-à-dire d'ailleurs c'est notre devoir de continuer à nous la poser. C'est notre devoir de rester toujours vigilants. Parce que tout ça, c'est très très récent. Donc en 2019, il se peut que les élections ne se déroulent pas correctement ou qu'on fasse semblant qu'elles se déroulent correctement, mais qu'en réalité, elles ne se déroulent pas correctement. Donc la question se pose et on doit rester très très vigilant. Quand vous dites que les réformes sur la justice n'ont pas encore été actées, déployées, ce serait quoi l'enjeu pour vous d'une politique aujourd'hui judiciaire essentielle en Tunisie ? D'abord, la réforme du code pénal, tout simplement. Le code pénal, on hérite du code pénal d'avant.
avec tous ces problèmes qui permettent en fait, qui permettent un peu d'instrumentaliser le droit pour... un exemple, il y a un mois, et ça nous met un peu aussi, ça fait le lien avec l'Internet et le numérique. Il y a un mois, un jeune homme a été condamné à 1 mois de prison parce qu'il a diffamé un ministre, le ministre de la société civile. Donc, oui, un ministre, enfin, le nom exact, c'est ministre chargé des instances constitutionnelles et de la société civile, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est un peu l'ancien ministère des droits de l'homme, okay, plus ou moins. Donc, moi, je trouve ça un peu choquant, en fait, qu'on mette 1 mois en prison, qu'on donne une amende, une grosse amende ou un travail d'intérêt général pour diffamation sur Internet. Je le conçois, hein, mais surtout si c'est une première diffamation. Mais 1 mois de prison, je trouve que c'est excessif, en fait. C'est excessif, notamment quand il s'agit du ministère ou du ministre qui est là pour mettre en place... les libertés publiques. Ouais. Voilà, les libertés publiques. Donc, je trouve ça excessif. Et pour vous, c'est un signe d'une sorte de retour du refoulé, enfin quelque chose comme une sorte de... En fait, il y a eu des excès durant ces dernières années, et d'ailleurs pas qu'en Tunisie, avec l'Internet, il y a beaucoup d'excès. Les gens se pensent anonymes, alors ils vont dans l'excès. Alors, bien sûr, on doit trouver le juste équilibre, mais dans un pays qui sort d'une dictature, ce n'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le retour de bâton, il faut faire très très attention de ne pas revenir en arrière, ou en tout cas de remettre enfin, il y a des anciens réflexes, quoi, quand même. Donc là, pourquoi j'ai parlé de ce cas? Parce que la loi le permet. La loi permet de mettre quelqu'un en prison pendant 1 mois pour diffamation. La loi permet de mettre un homosexuel en prison. La loi le permet. C'est un fait. Donc, c'est des lois qui existent, qui sont écrites. Et ce code pénal n'a pas encore été modifié après 7 ans après la Révolution. Alors que il est en chantier encore de la réécriture, en l'occurrence des juristes travaillent dessus aujourd'hui. Oui, ça fait 7 ans qu'ils travaillent dessus. Bon, à un moment donné, voilà. C'est long le droit. Avant de passer la parole à Jean-Marc, juste... Vous qui avez vécu la révolution tunisienne au plus près, elle a souvent été définie de révolution 2.0 comme une sorte de paradigme un peu comme ça d'Internet, comme acteur politique émancipateur, etc. Et bon, il y a des débats depuis des années justement sur la manière ou pas, comment dire, d'exagérer ou pas l'importance justement de cet outil dans la révolution politique. Comment vous situez par rapport à ça? Est-ce que pour vous ça a été un motif, comment dire, central d'une accélération comme ça d'émancipatrice, ou est-ce que vous relativisez son importance? Alors je pense, bien sûr, tout est en nuances, hein, les choses sont complexes, ce n'est pas noir ou blanc, mais je pense qu'en effet la révolution tunisienne s'est inscrite dans la révolution numérique, c'est-à-dire c'est arrivé au même moment. Donc en effet, la révolution tunisienne s'est appropriée finalement ces nouveaux outils. J'aimerais rappeler que à la fin des années 90, au début des années 2000, quand il y a eu les publinettes, les premiers publinettes en Tunisie, il y avait les publinettes devaient accrocher au mur une notice qui disait « Il est interdit de visiter les sites interdits ». Bon, voilà. Ils avaient un cahier des charges qui les obligeait à faire ça. Les gens devaient utiliser des proxys pour aller sur certains sites, et notamment, bien sûr, sur tous les sites des organisations internationales de lutte pour les droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, etc. Moi, je faisais à l'époque ma thèse sur les droits politiques en Tunisie, et en fait, j'avais beaucoup plus d'informations en étant en France qu'en étant en Tunisie. Donc ça, c'est un fait. Après, en 2008, Facebook a commencé à vraiment s'implanter en Tunisie et a commencé à mobiliser du monde pour des choses par exemple l'environnement. Il y a eu des grandes mobilisations pour nettoyer les plages, des choses comme ça. Ça a commencé comme ça. Et à un moment donné, l'été 2008,
Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi exactement, mais tout d'un coup, il y a une circulaire qui a interdit aux femmes de moins de 40 ans de circuler seules après 22 heures. Bon. Alors je ne me souviens pas du tout pourquoi, bon, c'est un peu ridicule, mais enfin, voilà. Et il y a eu, enfin, des femmes ont été arrêtées, hein, de nombreuses femmes ont été arrêtées, et il y a eu de très grandes mobilisations sur Facebook sur ce sujet-là, pour manifester, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on empêche les femmes En plus, c'était l'été, donc ça n'avait aucun sens. Donc ça a commencé comme ça, et Facebook a été coupé pendant quelques jours. Ce qui a obligé les gens, enfin, ce qui a poussé les gens à faire des petites manifestations, sit-in un peu. Mais là, on ne parlait pas ni du régime, ni de liberté politique, ni de rien. Enfin, c'était des choses de liberté individuelle très basiques, hein, et de droits des femmes, de choses comme ça. Ça a commencé comme ça. 2010, il y a eu toute une mobilisation aussi sur la censure. Là, par contre, oui, on est passé sur les droits politiques. Les jeunes, ce qu'on a appelé les cyberdissidents, où on commençait à faire beaucoup de mobilisations sur Internet et sur Facebook notamment. Facebook a été un accélérateur, on ne peut pas le nier, parce que voilà, l'information, vous avez l'information. Et le pouvoir politique n'a pas pu le bloquer. Enfin, quand ils ont essayé de le bloquer en 2008, il y a eu vraiment une levée de bouclier de la part de tout le monde, et finalement, ils ont laissé Facebook. Et donc, oui, maintenant, on ne peut pas exagérer. C'est-à-dire que c'est un accélérateur, mais ce n'est pas la cause non plus, il n'est pas à la base de la révolution tunisienne. C'est juste que c'est un réseau qui permet de se partager l'information. Juste après, en fait, en 2011, 2012, etc., il a été un très, très grand outil pour mobiliser la société civile lorsqu'il y avait des problèmes. Mais en même temps, il a aussi été un outil d'influence, puisque c'est un grand outil de fake news aussi, et on le sait tous. Donc, par exemple, et dans tous les camps. Par exemple, à un moment donné, je crois que c'était en 2013, mais je ne sais plus, 2013 ou 2014, où il y a eu une exposition artistique en Tunisie. Et tout d'un coup, il y a eu des manifestations contre cette exposition sous prétexte qu'il y aurait un tableau représentant le prophète Mohammed dans l'expo. Et il y avait même une photo de ce tableau qui circulait sur Facebook, disant « Regardez, ils font ça, ils vont exposer ça, etc. » Et alors que c'était faux, en fait. C'était un tableau qui était au Sénégal, qui n'avait rien à voir avec la Tunisie, qui ne devait pas du tout être exposé à cette exposition-là. Donc on voit bien qu'il y a eu une mobilisation basée sur un fake news Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une organisation, quelque chose derrière qui a lancé cette fausse nouvelle pour mobiliser des gens contre une exposition artistique ? Qui ? Exactement ? Ou est-ce que c'est tout simplement une méprise, tout simplement quelqu'un qui a dit une bêtise et puis après ça grandit, je ne sais pas. Enfin, je pense que ça mérite des études, ce genre de choses aujourd'hui. Alors justement, c'est l'occasion justement de continuer le tour de table pour avoir un peu l'analyse de Jean-Marc, parce que justement, qui travaille beaucoup sur ces questions de contre-internet, de contre-public, des espaces politiques un peu comme ça, dans des espaces justement du numérique un peu différents. Comment aujourd'hui on voit bien que dès qu'on parle du numérique dans ses implications politiques, on est aussi toujours entre deux écueils, quoi. Soit on mythifie dans une vision un peu spontanéiste Internet comme un acteur politique absolument génial. Je me souviens du conseiller d'Hillary Clinton qui avait dit que Internet était le Che Guevara du XXIe siècle, au moment précisément de la révolution tunisienne. Donc est-ce qu'il y a cette vision un peu mythifiée comme ça ? Et à l'inverse,
On a aussi une autre vision qui est très très forte aussi, qui est un peu la paranoïa générale, qui est en gros l'empire de la surveillance. J'ai encore vu, je voyais sur l'espace de la bibliothèque tout à l'heure, il y a plein de bouquins qui s'appellent l'empire de la surveillance, c'est Ignacio Ramonet. On parle de Big Mother comme une sorte de dictature un peu molle. Donc on voit bien qu'on est un peu entre ces deux comme ça fils. Comment aujourd'hui vous voyez cette question-là, et notamment on regarde des révolutions du printemps arabe qui ont été quand même un moment important pour au moins poser ces questions. J'ai envie de dire, je vis en mode fake news depuis Snowden. Pardon. Je vis en mode fake news depuis Snowden. C'est-à-dire que depuis que Snowden a commencé à sortir des documents sur la NSA, tout le monde est persuadé que la NSA surveille tout le monde, parce qu'on a beaucoup parlé de surveillance de masse, ce qui est absolument pas vrai. Il n'y a pas de surveillance de masse, il y a de la collecte de masse. Il y a beaucoup de fantasmes, parce que dès qu'il s'agit d'Internet d'une part, dès qu'il s'agit des services de renseignement d'autre part, ça fait deux abcès de fixation qui fait qu'on a tendance à leur prêter des super pouvoirs, alors que pour en répondre à votre question, Facebook a probablement beaucoup moins contribué au printemps et aux révolutions arabes que Facebook n'a contribué au Brexit et à l'élection de Trump. On en discutait hier soir. Ce qui se passe en Syrie, c'est probablement la guerre la plus documentée qui ait jamais existé sur Internet et dans l'histoire de l'humanité. So what ? Ça a changé quoi ? On en est à un stade aujourd'hui où il y a des polémiques qui sont en train de transparaître dans la presse, notamment américaine, parce que on a tellement pointé du doigt la responsabilité de Google, de Facebook, de Twitter dans la propagation des contenus terroristes de l'État islamique, qu'aujourd'hui ils ont désigné des robots. Non seulement ils payent des salariés en permanence pour censurer des contenus à tour de bras, ils ont programmé des robots, ce qu'on appelle des bots, pour censurer des contenus, ce qui fait qu'on en arrive à un stade où il y a des gens comme Nicolas Hénin qui ont été victimes de l'État islamique, otages de l'État islamique, qui sont censurés sur Facebook ou sur Twitter parce qu'ils ont relayé une photo avec le drapeau de l'État islamique et qui sont accusés d'être des suppôts de l'État islamique, un comble. On en arrive à ce que des dizaines de milliers de comptes soient censurés par jour sur Twitter. On ne me fera pas croire que chaque compte a été censuré par un être humain qui a fait jouer les droits de la défense, qui a demandé à la personne de prouver, qui respecte la présomption d'innocence. Non, c'est de la censure de masse. Et on en arrive aujourd'hui au stade où YouTube censure des chaînes vidéo créées par des défenseurs des droits humains syriens qui documentent les atrocités, que ce soit de l'État islamique ou de l'armée de Bachar el-Assad, parce qu'il y a des images d'égorgement ou des images gore, des images d'incitation à la violence. Ce à quoi les ONG de défense des droits de l'homme disent « mais c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les faire condamner un jour. Donc arrêtez de censurer ». Or, on a des responsables politiques qui, pour l'essentiel, voire la quasi-totalité, voient les réseaux sociaux comme une sorte d'incarnation du mal, parce que c'est l'incarnation de la propagande de l'État islamique, pour ce qui est en tout cas des responsables occidentaux. Pour ce qui est des responsables dans des pays qui seraient plus dictatoriaux, c'est justement à cause des réseaux sociaux qu'il y a des petits cons qui font la révolution. Non, on prête beaucoup aux réseaux sociaux, on leur fait porter des responsabilités qu'ils ne devraient pas avoir à porter. Dans un état de droit, c'est pas à une entreprise privée, a fortiori américaine, de décider de censurer un compte d'un utilisateur français, belge, tunisien ou syrien. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, à contrario, c'est clair que on a la doctrine militaire russe qui a changé avec le printemps arabe. C'est-à-dire que quand le chef d'état-major militaire russe a vu le printemps arabe, il s'est aperçu que c'était génial parce qu'on pouvait faire des révolutions sans avoir envoyé de porte-avions, sans avoir envoyé de chars d'assaut et sans avoir envoyé des soldats qui risquent leur peau. Alors ça n'a pas empêché qu'il l'ait fait en Syrie. Mais donc il a développé toute une doctrine militaire de la guerre de l'influence, et Dieu sait si l'armée russe, avec son passé soviétique, est expert en propagande et en manipulation, pour arriver à mettre en place ce qu'on a vu avec le Brexit, ce qu'on a vu avec l'élection de Trump, à savoir le fait que des services de renseignement militaire ou des entreprises payées par des pouvoirs politiques en place, plus des militants qui le font parce que c'est leur intérêt politique, convergent pour arriver à instrumentaliser une élection, pour arriver à instrumentaliser des opinions avec des fake news, avec des campagnes d'influence, avec des manifestations du mouvement Lives Matter, Black Lives Matter, qui étaient organisées depuis Moscou par les services de renseignement russes dans des petites villes aux États-Unis, ce qui est quand même assez un comble, et en même temps, parce qu'il faut être clair sur cette, parce que là effectivement sur cette guerre de l'information, c'est pas seulement les Russes. On sait qu'il y a une entreprise américaine qui s'appelle Cambridge Analytica, qui a travaillé avec ceux qui militaient pour le Brexit en Grande-Bretagne et avec les responsables politiques de Trump
aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle du micro-targeting. Le micro-targeting, c'est effectivement des systèmes de surveillance de masse, parce qu'il y a bien de la surveillance de masse, mais c'est pas les services de renseignement qui le font, c'est Google, c'est Facebook, c'est les régies publicitaires, pour arriver à identifier quels sont les profils qui potentiellement pourraient permettre, dans tel comté, dans telle ville, de faire basculer l'opinion. Et ce qui a permis à Donald Trump de remporter l'élection alors qu'il a eu moins de voix que Hillary, parce que avec ces systèmes de micro-targeting, ils ont réussi à identifier quels étaient les petits États ou quels étaient les États clés qui allaient contribuer, quand bien même il avait moins d'électeurs, de remporter l'élection. Et ça, c'est génial, c'est ce qu'on appelle du big data. Enfin, c'est génial. Ça entre une élection de Trump, mais ce que je veux dire, c'est possible. Ils l'ont fait. Et donc, ce qui est complètement hallucinant, et c'est une période passionnante pour moi, parce que moi, j'ai commencé à être journaliste sur Internet en 98-99, et Dieu sait si Internet et le web a changé depuis, c'est qui aurait pu imaginer en 2004, quand Facebook apparaît, donc cet outil qui a été développé pour repérer les filles les plus mignonnes dans une université, que 7 ans après, il contribuerait au printemps arabe, au sens où effectivement, comme c'était beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue, les jeunes ils utilisaient Facebook et les réseaux sociaux. Donc c'est pas grâce à Facebook ou aux réseaux sociaux, c'est juste que ça a amplifié le mouvement, ça a permis de le faire connaître à l'extérieur. Mais de même que toutes les vidéos en Syrie permettent de documenter ce qui se passe là-bas, ça change pas fondamentalement la donne. Encore que si, là où ça change la donne, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais pour la première fois, c'était le mois dernier, ou il y a 2 mois, il y a un responsable, je crois que c'est en Libye, si c'est pas en Libye, c'est en Irak, mais en tout cas, un responsable d'une milice, qui a été condamné par la Cour pénale internationale, je crois, sur la seule fois de vidéos qui ont été publiées sur Facebook. Comme il avait documenté le fait de buter des gens, d'exécuter des gens, ok, tu l'as documenté, tu le mets sur Facebook, c'est ça qu'il faut condamnation. Donc on sait maintenant que ces vidéos-là, parce que c'est aussi les premières fois où on a des gens qui documentent le fait de buter des gens. Enfin, ça a été répété hier soir. Les nazis faisaient pas ça. Enfin, en ce moment, les Birmans ne font pas ça avec les Rohingyas. Enfin, bon. Donc on commence à voir qui aurait pu, par ailleurs, dans la foulée, qui aurait pu imaginer en 2011, quand Facebook passait pour un grand défenseur, le Che Guevara 2.0, a contribué comme ça au printemps arabe, qui aurait pu imaginer que 6 ans plus tard, les services de renseignement russes et une boîte de big data américaine travailleraient pas main dans la main, mais de concert ou en parallèle, pour contribuer à déstabiliser les États-Unis et déstabiliser l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 ans ? J'en sais rien. Là, aujourd'hui, je vois depuis 1 mois, 2 mois, de plus en plus de tribunes dans la presse anglo-saxonne qui parlent de nationaliser Facebook et Google. Parce qu'aujourd'hui, au-delà, et Apple potentiellement, au-delà même de l'évasion fiscale, en tout cas de tout l'argent qui ne rentre pas dans les pays où ils font pourtant de l'argent, aujourd'hui, ce sont des puissances qui ont plus de pouvoir politique, géopolitique, sociale, économique, culturelle, que la majeure partie des pays qui sont membres de l'ONU. Qu'est-ce que ça va devenir ça dans 5, 10, 15, 20 ans ? C'est des questions qui sont passionnantes, qui sont extrêmement complexes. Là où c'est un petit peu difficile, c'est qu'effectivement Google et Facebook et Apple, enfin ce qu'on appelle les GAFAM, plus il faut rajouter les Baidu et compagnie, parce que maintenant c'est quoi Baidu. Maintenant on parle beaucoup des GAFAM, ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en ce moment, là où ça se passe le plus, c'est pas tant du côté seulement des États-Unis, c'est du côté du Brésil, du côté de l'Inde, ce qui est en train de se passer en Chine, en Corée du Sud, où il y a des puissances qui sont en train de monter et qu'il faut également suivre, parce que aujourd'hui, ces multinationales, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans les pays émergents, acquièrent une telle puissance de frappe géopolitique, économique, socio-culturelle qu'ils vont être plus puissants que les États. Donc ça veut dire quoi en termes de défense des libertés ? Parce que eux, leur intérêt, c'est leurs actionnaires. Ils ont les moyens, en plus, financièrement parlant, ils sont tellement pétés de thunes, si vous me passez l'expression, ils ont les moyens de financer je ne sais combien de cabinets d'avocats, les meilleurs cabinets d'avocats, à la fois pour l'évasion fiscale, enfin, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale, excusez-moi, à la fois pour de l'optimisation fiscale, et en même temps, pour pouvoir justement résister aux tentatives de plainte ou de pression de la part de politiques. Et ça, dans l'histoire de l'humanité, j'ai pas le souvenir qu'on ait jamais été confronté à de tels acteurs privés, multinationaux, quand bien même ils sont tous à la fois aux États-Unis, aux îles Caïmans, en Hollande, au Luxembourg, enfin avec les montages fiscaux et géopolitiques, mais qui fait que la défense des libertés, et je finirai là-dessus, c'est il faut arrêter de penser surveillance de masse sur la NSA et les services de renseignement, en tout cas dans les pays occidentaux.
On pourrait peut-être parler d'Amésis en Libye ou dans certains, ou le business de la surveillance, des systèmes de surveillance de masse dans les pays totalitaires. Mais par contre, là, aujourd'hui, un des grands défis en matière de liberté, c'est clairement ces gros acteurs privés qui interfèrent dans nos démocraties et et je les fustige pas. Heureusement qu'on a des Google, qu'on a des Facebook, qu'on a des Twitter, parce que avant, on avait le RTF quand même. Donc bon, on s'en pas, c'est pas si, on s'en pas, ça l'est le RTF, c'est pas l'horreur non plus. Oui, mais bon, en termes de liberté, de démocratie, d'accès à l'information, c'est aujourd'hui Internet, et moi je vis ça depuis une quinzaine d'années, c'est de l'empowerment, c'est du bottom-up, et c'est génial. C'est une société qui est plus horizontale, qui est beaucoup moins verticale que la société patriarcale d'avant, et en même temps c'est ça aussi qui fait très très peur à beaucoup de gens. Le fait de, moi je me souviens quand j'ai commencé, c'était François Giroud dans les années 90 disait Internet est en danger public parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ouais. Bah, ouais, Françoise, mais entend. Oui, mais c'est ça la démocratie en même temps. Enfin, je veux dire, c'est le principe. Ou alors sinon, c'est pas la démocratie. À ce moment-là, on réinstaure le fait qu'il y a que ceux comme là, nous, on a le droit de parler, vous avez le droit de vous taire. Après, dans 5 minutes, vous allez avoir la parole, mais on va vous demander de pas dépasser les 30 secondes. Moi, je suis beaucoup plus horizontal. Mais pour revenir à la question justement pour revenir à la question des bouleversements comme ça, du numérique qui aurait comme ça altérer, affecter la question des libertés. Comment, finalement, vous disiez tout à l'heure que le numérique a changé en 15 ans, enfin énormément. Donc, pour vous, justement, est-ce que vous diriez que les libertés sont plutôt menacées ou plutôt, finalement, si on fait une synthèse de ce que vous nous dites, parce que vous tirez un peu plusieurs fils en même temps, donc du coup... C'est la thèse que je défendais dans le bouquin que j'avais écrit qui s'appelle La vie privée, un problème de vieux con, point d'interrogation. La liberté quoi ? La vie privée, un problème de vieux con, point d'interrogation. Okay. C'est pas un problème de vieux con. C'est ce que... J'avais écrit ce bouquin parce qu'à l'époque, je sais pas si certains s'en souviennent, le premier reportage qui a été consacré à Facebook, à la télévision française sur Envoyé spécial, montrait des jeunes filles de 15 ans et grosso modo le message c'était de dire Facebook ça permet à des gamines de 15 ans de se photographier en selfie en décolleté et d'acheter de la bœuf. Ce qui était une vision que somme toute relativement caricaturale de Facebook et on voit ce que ça est devenu aujourd'hui Facebook et donc moi j'avais fait un bouquin pour expliquer non Facebook c'est un réseau social, on mène une vie sociale. Avant les gens ils allaient jouer au foot en bas de la cage d'immeuble, aujourd'hui on n'a plus le droit parce qu'il y a des pédophiles partout semble-t-il, paraît-il, en France depuis les années 90. Donc les jeunes n'ont plus le droit d'aller dans la rue, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur Facebook. Sauf que maintenant, comme les parents et les grands-parents sont aussi sur Facebook, maintenant ils sont passés sur Snapchat, sur WhatsApp, sur d'autres réseaux sociaux, mais pour avoir une vie sociale. Et à contrario, ça c'était la première partie du bouquin. La deuxième partie du bouquin, je disais, mais à contrario, on vit effectivement de plus en plus dans une société de surveillance, mais c'est pas sur Internet seulement que ça se passe. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait la comptabilité. Depuis 2002, depuis les attentats de 2001, l'arrivée de Sarkozy au ministère de l'Intérieur et de Chirac, Sarkozy, on va dire, on en est à plus de 100 lois sécuritaires en France. En l'espace de 10 ans, en France, on est passé de 30 000 à 60 000 places en prison. Et là, Macron veut en construire 15 000 ou 12 000 ou 15 000 de plus. Est-ce qu'il y a 2 fois plus de délinquance aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 10 ans ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays, dans ces pays qui sont soi-disant des anocraties, qui ont passé une centaine de lois ? Il y a combien de pays au monde qui ont passé une centaine de lois sécuritaires au Parlement ? Aujourd'hui, moi je me suis intéressé beaucoup à la vidéosurveillance et j'avais fait un cache investigation il y a 2 ans où on montrait qu'il y a des boîtes qui font du business en faisant peur aux gens, histoire de leur vendre des solutions de surveillance, notamment la biométrie, la vidéosurveillance. Business de la peur dont on parlait déjà. Le business de la peur. Ouais. Et ce que je sais, c'est que là, depuis 2-3 ans, ce que je vois, c'est des communautés de communes et des villages où ils installent des caméras de vidéosurveillance. Donc ils n'ont pas d'argent pour réparer les chiottes qui puent dans les écoles. Par contre, ils vont claquer des dizaines de milliers d'euros pour installer des caméras de vidéosurveillance à l'entrée du village. Donc, est-ce qu'on vit dans une société de surveillance ? Oui, très clairement. Ça se passe un petit peu sur Internet. Et un des parangons, c'est probablement effectivement ce qui s'est passé au Brexit et avec l'élection de Trump, parce qu'on voit que les traitements de big data peuvent nuire à des démocraties. Ça se passe essentiellement sur cette culture de la peur, avec cette sorte de révolution conservatrice, réactionnaire. Parce que là, j'avais été très surpris au moment du mariage pour tous, de voir à quel point, pour une frange réactionnaire conservatrice, ils sont en train de vivre leur anti-mai 68, en fait. C'est les valeurs qui avaient été défendues, qui avait été porté par mai 68. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui vont se battre dans la rue, faire des manifs. Moi, quand j'étais lycéen dans les années 80, c'était la jeunesse emmerde le Front National. Ça n'existe plus, ça, des manifs de lycéens, mais même d'étudiants qui emmerdent le Front National. A contrario, on a de plus en plus de lycéens et de jeunes qui basculent le Front National. Pourquoi ? Parce que hier, on en parlait, je crois que c'était hier après-midi, il y a de moins en moins de valeurs ou de choses où la démocratie, ça fait plus vraiment rêver parce que tous ces trucs sont en crise. Par contre, ce qui fait rêver de plus en plus de gens, c'est effectivement des logiques de peur, des logiques
conservatrice, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand c'était pas la crise, donc on va essayer de revenir avant. Et moi, je suis choqué de voir à quel point on a un certain nombre de responsables de gauche, soi-disant de gauche, qui effectivement ont adopté cette centaine de lois. Et dans cette centaine de lois sécuritaires, ce que j'ai découvert assez atterré, c'est que c'est sous François Hollande qu'il y en a eu le plus qui ont été adoptées. Alors pas aussi grave ou aussi sécuritaire que celles qui avaient été adoptées sous Nicolas Sarkozy, mais la saga de l'état d'urgence, qui est rentrée dans le droit commun, c'est ça le modèle de démocratie ? C'est ça qu'on est censé porter comme étant regardez, la démocratie, c'est vachement bien, tout le monde devrait s'en inspirer. On est en train d'expliquer à la Tunisie, à la Grèce, à d'autres pays qu'il faudrait eux aussi qu'ils instaurent l'état d'urgence, vu de là d'où ils viennent. Non, c'est assez flippant là-dessus. Et oui, donc la société de surveillance, oui, on est en plein dedans. Tu veux réagir, Farah ? Vous voulez réagir ? Non. Plus tard. Ok. Alors, pour revenir peut-être un peu à l'Algérie, justement, enfin, vous en parliez rapidement tout à l'heure. Vous disiez qu'il y avait une vitalité démocratique sur les réseaux sociaux. Enfin, expliquez-nous ce qui se passe, enfin, justement, là-dessus. Il y a eu, par exemple, des événements dans ma ville natale en début d'année 2017, dû à la loi de finances 2017. Je ne vais pas vous abreuver de détails techniques, bon, il y a eu une augmentation de TVA. Donc les commerçants ont argué du fait que ça rognait leur profit, et donc il y a eu répercussions sur les prix, une campagne Facebook énorme, et ça a donné une semaine d'émeutes avec des dégâts considérables. Bon, ça s'est calmé plus tard, mais le point ici, c'est qu'en Algérie, c'est vrai que nous avons de l'argent, donc il y a moyen de satisfaire la demande sociale ou d'acheter la paix sociale, faites le choix de l'expression que vous voulez, assez facilement pour le moment, donc ça ne va pas trop durer. Alors je ne veux pas dire par cela qu'il n'y a pas des anicroches assez saisissantes contre la démocratie et la liberté d'expression. Il y a quelques blogueurs qui sont emprisonnés actuellement. Donc on ne peut pas dire que les choses... Mais on est très très loin des niveaux de répression politique qu'il y a eu dans les années 70. Pour preuve, vous pouvez lire un peu les journaux algériens. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir les journaux algériens par ceux qui sont sur le net. Il y a une liberté de ton... disons qu'il y a une certaine tolérance, sauf que certains, justement, quelques journaux électroniques qui sont un peu considérés comme subversifs sont en train d'avoir quelques problèmes, disons, de réception en Algérie, comme TSA, Tout sur l'Algérie, qui est le plus fameux média, je crois, maghrébin sur le net. Tout ceci n'est en vérité pas si grave que ça, parce qu'il y a cette liberté de ton qu'on trouve là-bas. Quand vous irez en Algérie, vous verrez que les gens parlent assez librement et que le journaux s'exprime comme ils veulent. Cette liberté d'expression, elle est réelle, elle est réelle, elle est absolument réelle, mais simplement elle est tolérée. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une... Je suis désolé d'utiliser un peu des expressions un peu de professionnelles, mais on est dans une espèce d'équilibre politico-économique instable. La moindre étincelle peut déclencher des manifestations de rue et le renversement de l'élite en place. Donc on est en train d'assister à un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le gouvernement n'a en vérité pas de marge. C'est la raison pour laquelle il maintient des niveaux de transferts sociaux très élevés contre la rationalité économique, parce qu'il sait que s'il augmente de 75% le prix de l'essence comme l'ont fait les Saoudiens, il aura beaucoup de problèmes à faire passer, il y aura des émeutes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il y a vraiment un État. Les religieux, quel religieux, monsieur ? Vous parlez de quel religieux ? Liberté religieuse, elle est totalement... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire qu'il y a une répression religieuse en Algérie, peut-être ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de répression religieuse. Que j'ai été, il n'y a pas longtemps, à visiter avec grand plaisir Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs d'Alger. J'ai discuté avec le prélat espagnol qui était là-bas. Il y a la cathédrale d'Alger qui est dans le quartier d'Hydra. Il y a 4 lieux de culte chrétiens à Alger. Ils sont totalement protégés par l'État algérien. On n'est pas dans les années noires.
Mais alors, peut-être au-delà de cette question-là, je pense à une expression que je trouve assez frappante de Kamel Daoud, qui parle de l'Algérie, qui serait marquée par ce qu'il appelle une pathologie de l'altérité. C'est-à-dire quelque chose comme une sorte de pays un peu, j'allais dire, étouffé, dans une sorte de, dans un système gérontocratique et tout. Est-ce que pour vous, c'est un blocage de la société algérienne d'aujourd'hui? Enfin, je veux dire, c'est quand même une question qu'on se pose forcément naturellement. Mais vous serez en Algérie, vous m'aviez dit ça, non? Vous serez en Algérie dans quelques jours, dans quelques semaines. Ouais. Vous ferez vous-même le diagnostic, parce que c'est très facile de parler d'ici. Oui, non, mais bien sûr. Mais je ne suis pas là pour dire. Je dis simplement ce que je sais. En termes, je sais que c'est très polémique de parler de l'Algérie, ça crispe tout le monde. Tout crispe aujourd'hui. Non, mais surtout l'Algérie. Donc ce que je veux dire, c'est que il n'y a absolument pas de problème avec les chrétiens. Que ça fait un certain temps que c'est réglé. Qu'il y a quelques problèmes avec quelques dérives sectaires de certains mouvements comme les Ahmadites. Qui est réglé de façon tout à fait pacifique. Quant à ce que vous appelez, comment vous avez dit là tout à l'heure, j'ai raté ce que vous avez dit là, une espèce de haine de l'altérité, de pathologie, comme si justement il y avait justement une incapacité, j'allais dire, ancrée dans les corps, justement précisément à s'ouvrir, à discuter, à organiser un débat public. Cette haine de l'altérité que vous trouvez nulle part ailleurs qu'en Algérie. Non, mais il faut arrêter de rigoler. Il n'y a pas de haine de l'altérité. Je vous invite à aller à l'Algérie, à discuter avec les Algériens, vous verrez qu'il n'y a pas de haine de l'altérité du tout. C'est une espèce. Nous invitons nos amis pieds noirs à aller visiter l'Algérie, ils sont accueillis les bras ouverts, aller discuter avec certains. Nous avons des dispositions au niveau du consulat général d'Algérie qui facilitent énormément le transit. Il n'y a pas de haine de l'altérité du tout en Algérie. D'accord. Farah, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. Je voulais réagir sur la question du numérique, mais je voulais dire avant ça. On est en train un peu de le vivre. Enfin, c'est la peur qu'on a actuellement pour les années à venir en Tunisie. La liberté d'expression, on a la liberté d'expression aujourd'hui, on l'a acquise. On a le droit de vote libre, on a acquis cela. Mais on est en train de réaliser que le droit de vote et la liberté d'expression ne font pas la démocratie. C'est-à-dire, ce n'est pas les seules choses qui font la démocratie. Donc, le droit de vote, quand il n'y a pas de contrôle sur le financement des partis, quand il n'y a pas, il n'y a pas les structures, les mécanismes nécessaires de contrôle de ce qui se passe au niveau des votes, etc., ce n'est pas aussi évident que ça. Une fois qu'on vote, les tractations entre les différents partis, les individus, il y a des transferts, des individus qui sortent de partis, qui vont dans d'autres partis pour leur intérêt personnel, les liens avec les groupes économiques, etc., qui font qu'en réalité, je suis désolée, mais c'est très limité. Enfin, démocratiquement, ça limite les choses. Donc, la liberté d'expression, comme on dit... on peut parler, puis voilà, tout le monde s'en fichera quand même. En fait, ceux qui ont le pouvoir feront quand même ce qu'ils ont à faire, si c'est dans leur intérêt. Donc ça. Donc, je parle de tous les pays en fait. Je pense que vraiment la démocratie telle que nous la concevions ou l'idéal qu'on s'en faisait, là on est un tout petit peu... Moi, issue d'un pays qui vivait en dictature, je pensais qu'en mettant en place la démocratie, on allait être capable de réaliser en fait les valeurs que nous avions apprises à l'école, en gros, enfin en théorie. Mais en fait, en réalité, en pratique, ce n'est pas du tout ça. Et le premier jour où j'ai voté dans ma vie, c'était en 2011. J'étais très contente d'aller voter. J'ai fait 6 heures de queue pour pouvoir voter. Après, ce n'était pas exactement ce que j'ai voté, mais c'était pas grave. Enfin, j'étais pas très contente du résultat, mais c'était pas grave parce que c'est la première fois. Et puis, de toute façon, le fait qu'on puisse s'exprimer librement, c'était une grande avancée. La deuxième fois où j'ai voté, je l'ai voté avec beaucoup moins d'enthousiasme. Et parce que j'avais l'impression que mon vote allait servir à rien, parce que justement toutes ces questions de financement, de machin, ça me donnait l'impression que ça n'allait servir à rien. Donc à un moment donné, liberté d'expression, droit de vote, ce n'est pas suffisant pour caractériser une démocratie en tout cas. Pour revenir au numérique, par rapport à... Je voulais parler
la question de la fragilité. Pourquoi fragilité? Parce que, en fait, on est en train de passer d'un ordre ancien à un nouvel ordre avec cette révolution numérique et l'Internet. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nos sociétés, toutes nos sociétés étaient basées et qui sont complètement en train de changer. Donc, que ce soit l'État lui-même, comment l'État surveille, comment il est lui-même, enfin la transparence de l'État, ses outils pour contrôler les populations, et l'individu lui-même par rapport à sa vie privée. Tout à l'heure, tu parlais des jeunes filles sur Facebook qui se prendraient en selfie. Mais en effet, c'est un point. Je veux dire, quand nous, on était gamins, il n'y avait pas ça. Personne ne pensait « Ah, il faut faire attention, je suis dans une soirée, on va peut-être me prendre en photo dans une situation compromettante ». Personne ne s'interrogeait sur ça. Aujourd'hui, c'est un fait. Donc, il y a une sorte de grand œil de Moscou. Et l'œil de Moscou, ce n'est pas l'État, c'est tout le monde, en fait. Ça, c'est la réalité. Et cette fragilité... il y a cette fragilité de la transformation sans qu'on ait peut-être trouvé encore les outils d'équilibre, les outils pour rééquilibrer tout ça. En fait, tout est déséquilibré et tout d'un coup, il faut rééquilibrer. Mais on n'a pas les outils. On a les anciens outils. Et je suis d'accord sur une chose. Enfin, on a l'impression que l'âge d'or de la liberté sur Internet est presque révolu. On a cette impression. C'est un peu comme mes parents qui ont vécu les années 68, qui ont vécu, eux, la liberté 68, et après, il y a le retour de bâton. Aujourd'hui, sur Internet, je ne dis pas que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on se pose déjà la question sur, oui, la censure, les fake news, comment on fait pour les fake news? Est-ce qu'il ne faut pas une sorte d'instance qui vérifie les news, en fait, donc réduire la liberté d'expression? Le jeune garçon dont j'ai parlé tout à l'heure qui est en prison pour avoir diffamé un ministre, etc. Donc il y a une sorte de retour de bâton par rapport à cette liberté qu'on a vécu avec le début, avec Internet et avec les réseaux sociaux, alors que peut-être le point, c'est de trouver la façon de passer cette transition, de canaliser ces fragilités avec d'autres outils que les outils habituels de la censure et de la prison. Et puis le dernier point dont je voulais parler, c'est la question du contrôle du contrôleur. C'est-à-dire le secteur de la sécurité qui contrôle nécessairement, et c'est même son devoir de le faire, donc de contrôler, pas de contrôler, mais de surveiller un peu la société des citoyens pour prévenir, enfin c'est de la prévention, ça s'appelle de la prévention. Comment les citoyens peuvent contrôler celui qui surveille? Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là par rapport à la Tunisie, puisque nous vivions en dictature, nous vivions sous vraiment Big Brother, et donc comment après, quand tombe cette dictature, on avait un peu même le devoir, enfin je ressentais ça moi et mes collègues, comme la Tunisie avait même le devoir d'être un modèle du genre. Ayant vécu ce qu'elle a vécu, ayant la révolution tunisienne et la révolution numérique s'inscrivant en même temps, en fait, au niveau du timing, on avait comme un devoir de trouver les meilleures solutions pour ces questions-là de contrôle, ce qu'on appelle un contrôle démocratique du secteur de la sécurité ou tout ce qui concerne la transparence relative à cette surveillance sur Internet, etc., avec les nuances qu'il faut, dans les limites qu'il faut, bien entendu. Sinon, il n'y a plus de sécurité si la sécurité devient complètement transparente, bien entendu. Donc là-dessus, c'est un peu un échec, de mon point de vue. Après 7 ans de lutte par rapport à ça, il n'y a rien. Il n'y a pas, enfin le Parlement a une commission sécurité-défense qui est censée contrôler le secteur de la sécurité, mais les mécanismes ne sont pas vraiment opérationnels. En termes de surveillance concernant l'utilisation des technologies de l'information ou la surveillance technologique, il y a
Il semblerait que lorsqu'il y a une surveillance, ça passe par la justice, mais en fait, je pense que c'est pas le cas toujours, parce que c'est pas réaliste tout simplement. En fait, ayant étudié une quarantaine de cas à l'étranger, enfin étrangers, ce n'est pas réaliste. Donc, la justice ne peut pas être donnée un mandat pour chaque surveillance. Donc, c'est faux, à mon avis. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas mis en fait en place ces mécanismes pour contrôler la surveillance opérée par le gouvernement ou le secteur de la sécurité. Et ça reste un point noir qui peut porter vers une régression également. Merci. Alors, avant de passer la parole à la salle, il y avait deux dernières prises de parole. Jean-Marc, rapidement, et je vous donne à Marina. Jean-Marc. Deux remarques, une qui va dans ton sens et une dans le sens contraire. Celle qui va dans ton sens, c'est le fait que j'avais beaucoup bossé avec Wikileaks sur ce qu'on a appelé les spy files, c'est-à-dire les marchands d'armes de surveillance. C'est un salon d'armes dont l'entrée est interdite aux particuliers, à la société civile. Il faut être membre d'une force militaire, d'un service de renseignement, d'un gouvernement ou d'un service de police pour rentrer. Ça a lieu tous les 3 mois au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et ce sont des PME souvent qui vendent des systèmes de surveillance, alors soit de surveillance de masse à destination de petits pays totalitaires où il n'y a pas trop d'internautes, soit des logiciels espions qui valent de 200 à 1 million d'euros pour arriver à pirater les derniers iPhones, parce que ça coûte très très cher de pirater les dernières versions des iPhones ou des dernières versions des Android. Et donc il y a plein de petites PME occidentales, parce que c'est essentiellement des des entreprises occidentales qui vendent à quasiment la totalité de tous les pays du monde entier, mais bien évidemment majoritairement à des pays qui n'ont pas les ressources techniques universitaires en interne pour pouvoir développer eux-mêmes ces logiciels. Et donc c'est un marché qui n'existait pas en 2001, qui aujourd'hui vaut plusieurs milliards de dollars par an. Il se trouve que il y avait une société française qui s'était illustrée en la matière, c'était Amesis, qui avait conçu un système de surveillance de masse pour la Libye de Kadhafi. J'avais contribué à révéler son existence en 2011. Suite à ça, ça a fait scandale. Et il y a eu les accords de Wassenaar qui régissent les biens double usage, qu'on appelle les dual use. Les biens double usage, c'est qu'ils peuvent avoir un usage civil ou militaire. Et donc les biens double usage doivent être contrôlés, l'exportation doit être contrôlée par les autorités. Et qu'est-ce qu'on a appris à l'été dernier? Que le régime du maréchal Al-Sisi en Égypte a eu l'autorisation d'acheter un système de surveillance de masse à une entreprise française. Bon, l'Afghanistan, non. Mais l'Égypte, oui. Donc on voit que des entreprises occidentales de démocratie continuent à vendre à des régimes pas tout à fait démocratiques, des outils qui visent très clairement à lutter contre la démocratie. Quand on avait interviewé le directeur commercial d'Amesis, il avait dit « Nous, on a vendu un système pour lutter contre des pédophiles, des terroristes et des trafiquants de drogue ». Quand j'avais sorti la liste que j'avais trouvée dans le mode manuel, dans la liste des personnes qui étaient ciblées, parce qu'ils sont tellement débiles qu'ils avaient mis la liste des personnes ciblées dans le mode d'emploi du logiciel. Et quand j'avais montré la liste et que c'était celui qui était devenu l'ambassadeur de Libye à Londres quand Kadhafi est tombé, des poètes, des dissidents et un avocat de WikiLeaks. Donc quand j'avais montré ça à Julian Assange, il était très content de voir qu'un de ses avocats était espionné par les Libyens parce qu'il était l'avocat aussi de dissidents libyens. La réponse du directeur commercial d'Amesis, ça avait été de dire « Mais qui vous dit que c'est pas des pédophiles ?» Voilà. Donc la diabolisation de l'internet, les pédophiles, les nazis, les terroristes, voilà, ça c'est la caricature totale. C'est très facile d'arriver à faire peur aux gens pour leur vendre des solutions de surveillance. Et en ce sens-là, quand bien même Wassenaar est arrivé et qui est censé contrôler la vente à l'export, on voit que si une boîte française peut vendre au maréchal Sisi, c'est qu'a priori il y a plein d'autres pays qui vont acheter. A contrario, quand je disais tout à l'heure que depuis Snowden, je vis en pleine fake news parce que tout le monde est persuadé que la NSA surveille tout le monde, alors que c'est pas du tout, ils ont autre chose à foutre. Il y a tellement de cibles à surveiller et il y a tellement par ailleurs d'internautes qui envoient en permanence tellement de SMS, de mails, qui regardent des vidéos sur YouTube que surveiller 5 milliards d'internautes, c'est juste matériellement pas possible. Enfin, faut arrêter avec ça. A contrario, ce qui est très intéressant, c'est que on a tellement pointé du doigt la responsabilité de Google, Facebook, etc., que on n'a jamais eu autant d'outils que depuis les révélations Snowden pour pouvoir contourner la censure, pour pouvoir s'exprimer de façon anonyme, pour pouvoir naviguer sur le web de façon anonyme, même y compris dans des pays totalitaires, pour pouvoir protéger ses communications. Moi, je m'intéresse à la sécurité informatique depuis une quinzaine d'années. Et il a fallu attendre les révélations Snowden pour qu'un petit logiciel qui s'appelle Signal, que vous pouvez installer sur votre téléphone portable,
iOS ou Android. Donc signal de Open Whisper System, c'est recommandé par Snowden, c'est recommandé par des professionnels de la sécurité informatique, ça prend 1 minute à installer, et ça, c'est chiffrement bout en bout, c'est-à-dire c'est chiffré sur votre téléphone portable, et c'est déchiffré sur le téléphone portable de vos correspondants. Ça n'existait pas auparavant, c'était super compliqué de faire du chiffrement. Avant que Tor ne soit rendu mainstream, donc Tor, c'est un petit navigateur que tout un chacun peut installer sur son ordinateur, qui permet de contourner la censure, qui permet de visiter des pages web de façon complètement anonyme. Et donc, on n'a jamais eu autant d'outils pour faire valoir nos droits à la liberté d'expression et les droits des citoyens à revendiquer la démocratie. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et ça, en ce sens-là, je trouve ça... c'est une note d'espoir parce que... Et dernier point, je finirai là-dessus. On parle encore beaucoup de surveillance de masse. Il se trouve que aujourd'hui, 80% du trafic qui va vers les serveurs de Google est chiffré. 60% de ce qui est fait avec les navigateurs Chrome et Firefox est chiffré. Et donc, n'est plus interceptable par les systèmes de surveillance qui sont mis en place. Donc je pense que voilà, c'est au jeu du chat et de la souris, bien évidemment les forces sécuritaires à chaque fois vont essayer d'aller plus loin, mais en face il y a les défenseurs des droits de l'homme qui sont aussi là, et c'est quelques dizaines de personnes dans le monde, mais ces quelques dizaines de personnes dans le monde sont vraiment à l'avant-garde de ce que nos démocraties vont pouvoir être, à savoir on a maintenant des moyens d'être des contre-pouvoirs, et je finirai là-dessus. Donc moi je bosse avec Wikileaks depuis des années, là on a sorti un certain nombre de documents qui émanent de la NSA et de la CIA. Il y a 20 ans, j'aurais probablement fini en prison ou j'aurais peut-être fini avec une balle. Bah là, ça fait 4 ans que je le fais et puis ça va. Hein. Vous allez la remettre en forme. Merci Jean-Marc. Alors, on vous passe la parole. Juste une dernière petite remarque de Marilena. Je serai très bref. Je voudrais renouer à ce que Farah a dit sur liberté d'expression, démocratie. En Grèce, on a la liberté d'expression, on a aussi la démocratie, on a les élections tous les 4 ans. Mais la vraie démocratie, c'est pas le fait d'avoir des élections, mais ce qui passe surtout entre-temps, entre les élections. C'est aussi une question de qualité, c'est la protection des droits socio-économiques. Et là, on a le grave problème. Ce qu'on a vécu pendant les dernières années, c'est une attaque à tous les acquis sociaux et à la fin au modèle même social européen. Parce que les remèdes proposés, c'était purement la recette néolibérale du FMI, une recette, une costume appliquée à tous, qui juste maintenant n'était jamais appliquée en Europe même, à un État européen. Alors, les remèdes étaient peu efficaces, et ils ont conduit à une déréglementation complète du marché du travail et finalement créant beaucoup de problèmes sur la possibilité de croissance que prévue. Parce que ce qu'on a vu à la fin, c'est que les politiques d'austérité visent à corriger les déséquilibres économiques et financiers à court terme, mais ne créent pas et ne permettent pas une vraie croissance au pays sur une base saine. C'est uniquement pour garantir les créanciers à court terme. Alors, ce qui est important de voir est quel sera l'avenir. Comment est-ce qu'on peut vraiment créer des bases pour une croissance qui est saine et qui a une perspective pour l'avenir. Pour le moment, on a, comme je dis, une déréglementation complète, modification de temps de travail, déréglementation de contrats atypiques, précarisation contractuelle, simplification de conditions de licenciement, réduction et gel de salaire. 4 fois gel de salaire, 40% pour le secteur public, 25% pour le privé, et 13 fois diminution des pensions des retraites. 13 fois dans 5 ans. Alors ça, vraiment, c'est pas viable. Et c'est ça l'angoisse même en Grèce. C'est vrai que la Grèce, c'est un scandale absolu, enfin, c'est inouï. Alors, mes amis citoyens, à vous la parole. Je crois que des micros circulent, il y a des mains qui se lèvent. Je laisse nos camarades se débrouiller. Ça commence par où, là? Je vois un monsieur là-haut. Bah, dis-leur à qui... Ah bah tiens, là-haut. Il y a quelqu'un là qui a un micro? Ok, alors on y va là. Madame. Bonjour, j'ai 2 questions pour Jean-Marc Manac. Alors, la première concerne l'élection présidentielle récente en France, parce que les Russes
était très favorable à la candidature de Marine Le Pen. Et comment expliquez-vous qu'il n'ait pas réussi à la faire élire ? La deuxième, c'est... est-ce que vous pouvez résumer, mais très brièvement, est-ce qu'il y a plus de bons ou plus de mauvais dans les réseaux sociaux ? C'est dur. Hein. Bon, alors, on va faire vite. Les Macron Leaks, ils les ont sortis la veille de l'élection. Bah, quand t'arrives trop tard, t'arrives trop tard. Voilà. Apparemment, ils étaient plus et mieux organisés. Ils ont été plus efficaces à attaquer Trump. Par ailleurs, comme la République En Marche était au courant qu'ils étaient visés par des opposants, que ce soit des Russes ou autres, ils avaient pris soin de ne pas faire n'importe quoi, ils n'utilisaient pas Signal, ils utilisaient Telegram, pour les échanges les plus secrets, et il n'y a rien de compromettant particulièrement dans les soi-disant Macron Leaks, puisque comme c'est arrivé la veille de l'élection, c'était trop tard. Maintenant, je ne sais pas non plus si il y a eu autant d'argent qui a été dépensé pour essayer de déstabiliser l'élection française qu'il y en a eu pour déstabiliser l'élection américaine. Je pense qu'il y en a eu probablement plus pour l'élection américaine, première chose. Deuxième chose, pour répondre à votre question sur les réseaux sociaux, c'est très simple, regardez Wikipédia. Wikipédia, il y a de temps en temps des gens qui vont essayer de pirater Wikipédia pour raconter des conneries. Mais la quasi-totalité des piratages qu'il y a eu sur Wikipédia, c'est corrigé par des robots sur Wikipédia en l'espace de quelques secondes, ou par des internautes en l'espace de quelques secondes. C'est exactement comme dans la rue. J'ai pas fait de statistiques, mais 99,9% des gens qu'on croise dans la rue sont pas des gens mal intentionnés. 99,99999% des gens qu'on croise dans la rue vous cassent pas la gueule. Bah, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. La différence sur les réseaux sociaux, sur Internet, la différence, c'est qu'il y a une diabolisation, il y a une peur de ce nouveau continent qui est Internet, qui a été instrumentalisé par les médias et par les politiques depuis des années. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, j'ai découvert très rapidement, à la fin des années 90, que si je voulais apprendre à sécuriser mes communications, il fallait que c'était des hackers qui pouvaient m'apprendre à sécuriser mes communications. Parce que les hackers, c'est spécialisé de la sécurité informatique, qui trouvent des failles dans les logiciels pour les réparer. Si vous tapez aujourd'hui hacker dans Google Images ou dans n'importe quel moteur d'image, un hacker, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui porte un hoodie, une capuche, avec un masque d'Anonymous, voire une cagoule, qui éventuellement a des gants pour taper sur son clavier portable, qui n'allume jamais la lumière. Il est toujours éclairé par l'écran de son ordinateur, et systématiquement la tapisserie, c'est Matrix. Moi je me définis comme journaliste hacker, parce que la mentalité des hackers pour arriver à trouver des failles de sécurité, c'est cette mentalité aussi que moi j'ai pour arriver à trouver des informations dans le cadre de mon travail de journaliste d'investigation. Donc on a tellement diabolisé Internet, je finirai là-dessus. Les médias en règle générale et les politiques en particulier ont tendance à parler d'Internet avec à peu près le sens de la mesure que la presse colonialiste et les hommes politiques colonialistes parlaient des indigènes et des coloniaux et des arabes et des musulmans au moment des colonies. C'est-à-dire des gens potentiellement, c'est forcément des violeurs, c'est forcément des voleurs, c'est forcément des délinquants. Ben non. Oui. Monsieur ? Oui, je voudrais d'abord, je suis Pied Noir, remercier par votre intermédiaire le peuple algérien pour l'accueil qu'il nous réserve. Je voudrais quand même vous poser cette question parce que je pense que l'Algérie est effectivement aujourd'hui à la croisée des chemins. Le drame de l'Algérie, c'est d'avoir disposé d'une recette financière considérable avec le pétrole, qui a permis à une catégorie politique qui est toujours la même de s'enrichir, et de s'enrichir essentiellement sur la base des importations qui sont réalisées en Algérie. Parce que cette classe-là, qui s'est enrichie avec l'argent du pétrole, contrôle des importations. Et donc n'a pas permis à l'Algérie de trouver les moyens de développer une activité économique qui permettait effectivement au pays d'avoir les bases d'une reconversion économique possible. Aujourd'hui, et vous l'avez justement signalé, la confrontation liée à la baisse de la ressource financière amène les Algériens à essayer d'imaginer une ouverture économique posée sur, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire au niveau économique en Algérie. Je lis la presse algérienne et j'ai découvert, par exemple, que l'Algérie est en train de lancer un grand programme pour développer le tourisme. Mais ça risque de renverser complètement tout le dispositif économique et le dispositif politique de l'Algérie. Et c'est à ce titre-là que l'Algérie est à la croisée des chemins et a des enjeux et des ouvertures politiques qui sont nécessaires et qui sont probablement très difficiles à faire, notamment parce que la paix sociale a été achetée par l'argent du pétrole.
Et donc, comment voyez-vous cette évolution? Raouf, je crois que cette question s'adresse à vous. Oui, j'ai bien compris. Je remercie le monsieur pour les gentils mots qu'il a dit sur le peuple algérien, parce que cette histoire d'altérité, de haine d'altérité est scandaleuse. Hein. Et ça a été dit par Daoud, c'est ça? C'est une connerie totale, surtout que si on l'extrapole... Non, parce que quand on la lit comme ça, c'est une belle expression, on peut se gargariser de plein de mots, hein, c'est facile. Hein. Quand on parle quand on avance ce genre de choses, ça quand même, ça porte... C'est une insulte au peuple algérien. Maintenant, si l'argument, c'est de dire qu'il y a certaines instances, certaines entités au sein du pouvoir qui jouent là-dessus, c'est évident. Mais l'utiliser comme ça, brut de décoffrage... Non, mais attendez, j'ai essayé cette référence, il aurait fallu la contextualiser. Il parlait d'un point de vue, anthropologique, culturel. Enfin, bon, franchement, s'il était devant moi ici, je lui dirais... Bon, bref. Okay. Donc, sur ce qu'a dit le monsieur est tout à fait ajusté à la réalité de l'évolution de l'économie algérienne. Comme j'ai dit avec mes mots, le problème de l'économie algérienne, c'est un problème de manque de diversification. Et ce manque de diversification ne peut s'expliquer que par des raisons politiques, comme a dit le monsieur de façon tout à fait juste, et c'est vous dire que je dis les choses clairement et que je ne cherche pas à couvrir qui que ce soit. Et c'est dû évidemment à une certaine alliance entre des milieux d'oligarques, je sais bien que ce mot est galvaudé, mais je l'utilise encore ici, et certains cercles du pouvoir algérien. Donc ça c'est tout à fait clair, et je le dis clairement, donc je ne défends personne ici, je dis les choses telles que je les ai vécues, je n'ai jamais été payé par le gouvernement algérien. Je dis les choses telles qu'elles sont et je les dis clairement à Alger et ici. Donc pour ce qui concerne les choses qui nous restent à faire, il y a évidemment des plans qui ont été bouleversés par des changements politiques, 3 changements de Premier ministre en 6 mois. Ça ne permet pas... Donc le plan que j'avais développé à la tête d'une équipe pour l'Algérie pendant 2 ans a été mis au placard. Et donc ils sont partis sur un ajustement beaucoup plus soft sur 5 ans, alors que moi j'avais recommandé avec mes collègues un ajustement sur 3 ans. Parmi les ajustements à faire, la réduction des importations, qui étaient de l'ordre de 60 milliards et qui vont baisser, qui sont déjà 45, on va essayer de les baisser à 30. Ça, c'est accepté et c'est en cours. Maintenant, ce qu'il reste à faire, surtout, c'est de dynamiser l'économie algérienne et d'ouvrir le jeu aussi bien économique que politique. Et je vous avoue que je nourris quelques inquiétudes à ce sujet. Pourquoi ? Parce que le dernier virage qui a été fait, que je comprends par ailleurs, parce que, vous savez, en Algérie, quand on perd la moitié de ses revenus, tout en maintenant les niveaux de transfert social très hauts pour éviter la fameuse rupture, bien sûr, vous arrivez à une situation où il n'y a plus d'argent dans les banques, même pour payer les fonctionnaires, alors qu'on a par ailleurs 102 milliards de dollars de réserve. En vérité, assez paradoxalement, mais je n'ai pas le temps pour vous expliquer tout ça en détail, nous ne manquons pas de dollars, mais nous manquons de dinars. Donc, c'est assez bizarre. Donc, la politique monétaire que j'avais suggérée, c'était de jouer sur la planche à billets de façon assez mesurée, parce que planche à billets, ça peut donner le Venezuela, on est d'accord, hein. Donc, mais visiblement, cette idée a été reprise, mais sans les bornes et les mesures de précaution. Je fais confiance quand même au Premier ministre actuel qui a connu les durs moments de l'ajustement par le FMI 95, parce qu'il était Premier ministre à l'époque. Je lui fais confiance pour ne pas trop appuyer sur la planche à billets, parce que sinon on irait vraiment à une catastrophe. D'accord, merci. Sur la gauche, madame. Alors moi j'ai 2 questions très différentes. Alors par rapport à Tsipras, et si à l'époque Tsipras avait menacé de sortir de l'Europe, on en serait où aujourd'hui ?
Et ma deuxième question s'adresse à Jean-Marc. Est-ce que vous pouvez nous parler du Darknet? Parce que vous nous avez parlé de Tor, donc qui permet un espace de liberté. Mais bon, il y a le Darknet aussi qui existe. Et qu'en est-il réellement? Voilà. Merci. Je peux. Tsipras, d'abord, disons que Tsipras était un parti qui a commencé de 4% avant la crise. Et pendant la crise, vers 2012-2013, il est passé à 16%, à 27% et à 37% finalement. C'est-à-dire la crise a beaucoup aidé ce parti. Et Syriza a commencé comme Podemos à peu près, en disant qu'il représente le peuple contre les élites corrompues. C'était une sorte, si on pourrait dire, de populisme de gauche. Et à ce moment-là, au début de la crise, il promettait tout à tout le monde. Il promettait une sortie de la crise uniquement par ébranlant l'establishment grec avec les élites corrompues et en exerçant pression à Bruxelles et aux créanciers. Il a essayé de faire ça quand il est venu au gouvernement en 2015. On a passé 6 mois avec Varoufakis comme ministre des Finances, ce qui a coûté au pays 80 millions d'euros, parce que finalement, en négociant, en essayant de ne pas négocier finalement avec les créanciers, on a perdu du temps et les banques grecques étaient dans un danger très grave, ce qui a demandé la récapitulation de toutes les banques grecques. Et c'est de ça les 80 000. Après 2015, on a le référendum. Il présente au peuple un texte qui était la proposition initiale des créanciers. Mais là, cette proposition était déjà caduque. Les créanciers ont dit que c'était juste une proposition initiale. Alors, il présente le texte au référendum. 62% de la population, à cause de la crise, vote contre, vote non. Moi, personnellement, je votais oui parce que je pensais que c'était une question oui ou non pour l'Europe à ce moment-là. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait de ces 62%? Il a jeté à la poubelle et il continuait de faire ce que les autres gouvernements avant lui ont fait. Et maintenant, on a le 3e programme d'ajustement, avec des mesures d'austérité encore plus sévères. Et le 3e, c'est ça que je disais avant, la 3e réduction des pensions de retraite était pendant ce temps-là, pendant la négociation du 3e programme. Et qui sait si on a, après, avec la fin du programme, on n'aura pas besoin d'encore une nouvelle réduction. Donc c'était une proposition tout à fait irréaliste. Maintenant, il paraît qu'il n'a plus la majorité, mais nous aurons les élections probablement à la fin de 2019. Et qui sait ce qui va devenir du pays jusqu'à ce moment-là? Alors, Jean-Marc. Concernant ce qu'on appelle le dark web ou les darknets, parce qu'en fait il y en a plusieurs, donc ce sont des réseaux qui sont accessibles essentiellement par Tor et qui permettent à la fois donc de protéger l'anonymat de l'internaute et l'anonymat des webmasters, des gens qui éditent des sites web. Et pour répondre à votre question, la façon qu'ont les médias de parler des darknets est à peu près la même mesure qu'ils ont de parler des pédonazis qui infestent les réseaux sociaux ou du fait que tous les utilisateurs de réseaux sociaux seraient manipulés par les Russes. Il se trouve que l'un des principaux architectes de Tor, donc ce navigateur qui permet de naviguer de façon anonyme sur Internet, depuis l'année dernière, travaille dans une entreprise qui travaille avec les services de renseignement, qui travaille avec les forces de l'ordre pour lutter contre l'utilisation illégale qui est faite de Tor, et notamment le fait que, effectivement, sur les darknets, si vous en entendez parler dans les médias, on va vous dire que ça permet d'accéder à des photos pédophiles et d'acheter ou de vendre de la drogue. Bon. En l'espèce, cet architecte en chef de Tor, qui depuis l'année dernière donc, travaille dans une boîte qui aide les policiers à lutter contre ces usages-là, vient de sortir le mois dernier une cartographie des sites web qui sont accessibles sur les darknets, et il a révélé qu'il y a 3% seulement des sites web accessibles par Tor qui sont des sites de vente de drogue. 3%. Si vous comparez la couverture médiatique
La couverture médiatique, c'est 100% des articles qui disent que le dark web, ça sert à aller acheter de la drogue. L'année dernière, j'étais conseiller sur un documentaire qui est passé sur France 5 consacré au darknet. Et quand on a expliqué que dans les visions occidentales, dans les médias occidentaux, les darknets étaient présentés comme des sites qui permettaient à des pédophiles d'accéder à des photos pédoporno et à des gens de vendre ou d'acheter de la drogue, quand on a montré ça à des gens en Tunisie ou en Égypte notamment, ils éclataient de rire. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, Tor, ça permet aux LGBT de se connecter à Facebook, ça permet à des dissidents, ça permet à des démocrates de se connecter à Facebook sans risquer d'être espionnés par le logiciel que la France de surveillance de masse a vendu à l'Égypte du maréchal Sissi. Donc il y a énormément de pays qui effectivement vivent sous surveillance, sous la censure, qui utilisent Tor pour contourner la surveillance, contourner la censure. Facebook est accessible sur les darknets depuis 3-4 ans, précisément à cause de la surveillance qui existe dans un certain nombre de pays. Le New York Times a ouvert une édition sur Tor, donc c'est ce qu'on appelle les points onion, qui sont des sites web uniquement accessibles depuis le navigateur Tor. Donc le New York Times est accessible sur Tor depuis 15 jours. On va avoir de plus en plus de sites mainstream, grand public, qui seront accessibles sur le darknet. Pourquoi ? Parce que à ce jeu du chat et de la souris, comme il y a de plus en plus de systèmes de surveillance qui surveillent de façon illégitime des gens qui n'ont rien à se reprocher, rien à cacher, et je finirai juste là-dessus, à cet argument, si quelqu'un un jour vous dit « mais moi j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher », il faut arrêter avec cet argument. C'est ce qu'on a découvert notamment dans les révélations Snowden et ce que la loi renseignement en France a aussi mis en place, c'est qu'aujourd'hui les services de renseignement s'arrogent le droit de mettre sous surveillance les personnes qui communiquent avec des personnes qui communiquent avec leurs cibles. Donc la question n'est pas de savoir si on a quelque chose à cacher ou quelque chose à se reprocher. La question c'est, est-ce que vous communiquez avec quelqu'un qui communique avec une cible ? Probablement. D'où le recours à Tor, quand on a effectivement besoin de faire quelque chose qu'on n'aimerait pas être identifié comme étant un comportement suspect. C'était une des choses que je raconte dans mon bouquin, c'est qu'il faut arrêter avec la mythologie de Big Brother. Big Brother, c'était un dictateur, c'était le monde totalitaire du XXe siècle. Aujourd'hui, ce serait, pour prendre Damasio, éventuellement plus Big Mother, mais moi, ce que je vois comme dégâts, c'est beaucoup plus Minority Report ou le procès de Kafka. Minority Report, c'est 25% des réfugiés à Calais qui effacent leurs empreintes digitales. Parce qu'à cause du règlement Dublin, si jamais on chope leurs empreintes digitales, ils sont renvoyés en Grèce ou en Italie. Les pays où on a pris leur empreinte digitale. Donc Minority Report, c'est maintenant, et ça fait depuis 2008 que ça existe en France, où il y a des gens qui se brûlent les doigts, qui se mutilent, comme dans le film. Et le procès de Kafka, c'est qu'il y a de plus en plus de décisions qui sont prises par des logiciels, et des logiciels, on a eu le cas, suite à l'attentat de Boston aux États-Unis, il y a un couple qui a eu une visite du FBI. Pourquoi ? Parce que depuis leur connexion Internet, il y avait eu une recherche sur une cocotte minute et une autre recherche sur sac à dos. Or, les auteurs de l'attentat de Boston, ils avaient mis une cocotte minute dans un sac à dos. Donc on les a accusés de terrorisme. Et en fait, c'était la femme qui voulait acheter une cocotte minute, ou le mec, je sais pas, enfin voilà. Il y avait un couple, il voulait s'acheter une cocotte minute et il voulait s'acheter un sac à dos. Ils ont été considérés comme terroristes potentiels. Bon. Donc maintenant, si vous faites une recherche de sac à dos de cocotte minute, allez sur Tor. Attends, je vous prends après, il y avait une question là. Monsieur. Oui, bonjour. Alors j'avais une question qui ne concerne pas vraiment le thème strictement parlé, mais qui découle de l'intervention de Monsieur Manac. Vous avez évoqué, mais je pense que c'est quand même une question importante pour penser l'avenir, vous allez voir. Vous avez évoqué en fait le lien entre la jeunesse et la politique aujourd'hui, en faisant un certain constat d'une génération du désenchantement et donc d'une vacance politique. Donc les jeunes pouvaient avoir recours à un conservatisme, vous avez dit. J'aurais ajouté aussi nihilisme et mélanchonisme. Mais du coup, comment on peut penser à un projet politique, et est-ce qu'il est encore possible, un projet politique qui refasse le lien entre cette jeunesse et un champ ou une configuration politique traditionnelle qui semble décevoir ? On n'en est même pas là. Là, le problème auquel on est confronté au collège et au lycée, c'est les Illuminati. C'est le fait que les fake news, les théories de la conspiration ont pris un énorme ascendant sur les considérations politiques dont certains lycéens pouvaient, ils pouvaient se battre encore dans les années 80. Donc je pense qu'il y a une éducation au décryptage de l'information, une éducation à la citoyenneté, une éducation à la démocratie et à la lutte contre les fake news qui peut-être permettra après à ce qu'il y ait des combats politiques. Moi, on pourra en parler pendant des heures, mais je vais vous donner une anecdote.
quand je travaillais à Arrêt sur Image, j'avais fait un article qui disait les djihadistes sont les amis de mes amis sur Facebook, parce qu'on est tous à 3 niveaux de séparation sur Facebook. Donc j'avais essayé de rentrer en contact avec des djihadistes sur Facebook qui étaient en Syrie. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un bébé dont la maman avait réussi à récupérer à la frontière à la Turquie, parce que le père s'était enfui avec ce bébé-là. Et donc elle avait réussi à le récupérer, ça avait été pas mal médiatisé. Et j'étais rentré en contact avec son grand frère ou sa grande sœur. Et ce qu'il m'avait expliqué, c'est que pour elle, c'était tragique parce que quand elle était à Raqqa à l'époque, elle était en sûreté, parce que Raqqa n'était pas encore bombardée, mais que par contre, elle était en danger en France. Pourquoi elle était en danger en France ? Parce que la France, c'est le pays qui apprend dans les écoles maternelles aux enfants à se masturber. Et ça, cette théorie de la conspiration, c'est une théorie de la conspiration qui a surfé dans les milieux conservateurs musulmans, proches de l'extrême droite. Et le fait de voir cette convergence entre des gens qui étaient pour la manif pour tous et des djihadistes islamistes à Raqqa, je me suis dit, oh là, le niveau de fake news, il a un niveau absolument colossal. Donc je pense que avant même de se poser la question de la conscientisation politique et de qu'est-ce que la démocratie pourra devenir, enfin comment des jeunes peuvent s'impliquer là-dedans, je pense qu'on a un énorme travail à faire parce que le confusionnisme, il est absolument délirant. Une question haute, là il y a un petit foyer là en bas là, il y a plusieurs personnes. Oui, mais alors, attendez, on y va. Non, ça marche pas là ? Si, monsieur. Oui, ma question s'adresse au professeur Bousseki. Vous dites que vous avez travaillé pendant près de 2 ans comme conseiller auprès du Premier ministre. Vous avez quitté cette fonction au mois de mai, je crois, 2017. Est-ce que vous pensez que votre travail au sein de cette commission a donné quelques résultats positifs pour l'économie algérienne? La deuxième question, c'est sur, si vous voulez, l'état dans lequel se trouve l'Algérie aujourd'hui. Parfois, un film parle mieux qu'un bouquin. Il y a un film qui vient de sortir, qui s'appelle, je ne fais pas la publicité, bien entendu, Les Hirondelles, En attendant les Hirondelles. Allez voir ce film, ça vous dira ce à quoi l'Algérie est arrivée. Et enfin, en ce qui concerne le bouquin de Kamel Daoud, il faut le lire et se prononcer après. Merci. Oui. Vous donnez l'impression que je parle ex nihilo sans avoir vécu au pays, sans avoir. Je peux vous assurer que je connais très très bien les choses et que pendant 2 ans, j'ai vécu quasiment à mi-temps en Algérie. Et je n'ai pas besoin de lire un livre pour réfuter directement le genre d'arguments du style haine de l'altérité en Algérie, c'est une connerie monstrueuse. Alors, pour revenir au thème de qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça a été utile ? Ça, c'est une très très bonne question, par contre. C'est toujours difficile, et ça je vous le dis, c'est toujours difficile en ayant, disons, un parcours plutôt contestataire comme moi. Je rappelle à certains, ou je ne rappelle pas, j'ai été férocement opposé au 4e mandat de Bouteflika et j'ai signé une tribune violente dans Le Monde du 17 avril 2014 et j'ai publié des versions plus longues dans les journaux algériens principaux. Donc quand le Premier ministre algérien est venu me chercher en novembre 2015, j'ai beaucoup hésité. Alors on se pose la question, est-ce que, parce qu'on est finalement, évidemment, on va, quand on s'embarque dans ce genre de choses, on sait qu'on va, comme on dit chez nous, marcher sur notre cœur. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qu'on ferait peut-être pas. Maintenant,
je me suis dit par ailleurs, si ce Premier ministre est venu me chercher en sachant toute mon histoire personnelle, c'est qu'il est très ouvert et c'est qu'il me fait confiance en termes absolus. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est le genre de questionnement que nous avons toujours lorsque nous sommes Algériens, Tunisiens ou Marocains. Nous savons que nous n'avons pas affaire à des pouvoirs nets. Nous avons notre propre philosophie, nos propres principes. Et donc, lorsque nous devons prendre ce genre de décision, c'est lourd de sens. J'ai été très content et très honoré de travailler avec le Premier ministre Sellel, qui est une personnalité aux qualités humaines absolument avérée, et à l'intelligence et à l'ouverture totale. Maintenant, pour aller chercher quelqu'un comme moi, il fallait le faire. Bon, donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons donc fait une proposition, ce qu'on appelle le nouveau modèle économique de 100 pages, une centaine de pages. Certains dispositifs ont été adoptés et perdurent, notamment la programmation budgétaire multiannuelle. Les propositions de financement, je ne vais pas être trop technique, mais de privatisation, par exemple, de certaines entités, notamment bancaires, ont été retenues. Des propositions comme le partenariat public-privé pour faciliter le financement de l'économie algérienne ont été retenues. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été retenues et qui n'étaient même pas imaginables à l'époque où nous avons pris la direction de ce groupe. Donc, qu'est-ce que j'en retire en fin de compte? Une satisfaction très mitigée. Je suis tout à fait... Non, il n'y a pas de fatwa, monsieur. Il n'y a pas de fatwa. Monsieur Kamel Daoud peut rentrer quand il veut. Si vous avez des questions plus précises, je veux bien répondre. Je suis évidemment pour le débat intellectuel, libéré de... Je crois que je l'ai prouvé. J'aurais été très content de débattre avec Kamel Daoud ou avec quelqu'un d'autre. Je l'ai fait dans... Donc... Madame. Oui, moi, ma question sera pour Farah Hached. Est-ce que vous pourriez nous parler du labo démocratique que vous avez fondé à Tunis en 2011 ? Merci pour votre question. Alors le Labo démocratique, c'est une association de type think tank qu'on a créée en 2011 avec l'idée qu'on ne construit pas la démocratie en réagissant à l'actualité au jour le jour, mais en réfléchissant aux réformes sur le long terme. Donc on avait beaucoup de collègues de la société civile qui agissaient en fait par rapport aux élections, par rapport à la polarisation, l'islamisme, etc. Et nous, ce que nous souhaitions faire, c'était réfléchir aux réformes, et notamment la réforme du secteur de la sécurité et la réforme de la justice. Pourquoi ? Parce que le cœur de la dictature, c'est la sécurité. C'est la police politique, ou ce qu'on appelle police politique, en fait les services de renseignement, mais instrumentalisés par un régime ou pour des intérêts privés. Donc si on voulait, de notre point de vue, si on voulait enraciner une vraie démocratie, il ne fallait pas que dans le futur régime démocratique, les services de renseignement et tout le secteur de la sécurité reste tel qu'il est, avec ces mêmes mécanismes, ces mêmes façons de travailler, etc. Et donc, quel que soit le parti politique qui allait gagner les élections, islamistes ou pas islamistes, s'ils avaient entre les mains un outil puissant qui était l'outil policier de la dictature, sans réforme, même le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes, la plus ouverte et la plus démocrate, peut petit à petit être amené à utiliser cet outil. On dit bien que le pouvoir corrompt, donc obligatoirement, quand vous avez entre les mains un tel outil, et d'ailleurs, on continue à s'interroger, c'est-à-dire, et je pense qu'on a raison de s'interroger sur l'utilisation de ces outils encore aujourd'hui en Tunisie, puisque la réforme n'a pas eu lieu finalement.
Donc on l'attend toujours. Donc voilà, et l'idée aussi, elle est peut-être idéaliste, mais on continue à y croire. C'est que la révolution tunisienne, c'est la première révolution. D'abord, je dis le mot révolution, exprès. Parce que nous continuons à penser que c'est une révolution, ce n'est pas une révolte, ce n'est pas un complot de la CIA, ce n'est pas... Parce que j'ai entendu ça hier, le complot de la CIA. Donc non, je considère que c'est une révolution et que toutes les révolutions, de toute façon, ne peuvent... c'est un commencement de révolution. On ne peut pas, en fait, décréter si c'en est une ou pas, que peut-être dans 10 ans, c'est l'histoire qui tranchera. On ne sait pas, en fait. Mais il y a une aspiration à la révolution, c'est ça qui compte. Les gens veulent que ça change d'un point de vue économique, que le modèle économique change, que l'accaparement des biens, en fait, la redistribution des richesses, l'économie de rente, tout cela change. Les gens veulent que la liberté politique, la liberté individuelle, le fait qu'en Tunisie, on est un mouvement, en fait, pour les droits des homosexuels, par exemple. C'est quelque chose de révolutionnaire, qu'on le veuille ou non. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas commun, on peut le dire. Et c'est important que toutes ces personnes aient le droit de s'exprimer. Et petit à petit, ça créera les changements nécessaires dans la société. Donc, juste pour conclure, nous, en tant que labo démocratique, on considère que la révolution tunisienne s'inscrit comme étant la première révolution du XXIe siècle et elle doit être en cela un modèle de réflexion et d'interrogation sur ce qu'est la démocratie du XXIe siècle et non pas copier et coller ce qu'ont fait les autres démocraties du XXe siècle. Malheureusement, sur les 7 ans qui viennent de passer, on a l'impression qu'on copie encore et qu'on colle encore ce qu'ont fait les autres démocraties au XXe siècle sans aller assez loin, sans s'interroger sur les vrais défis du futur. Voilà. Merci pour votre question. Question très courte à Monsieur Jean-Marc Manac. Je suppose que vous connaissez l'émission Interclasse sur France Inter et je voulais savoir si vous pensez que ce type d'émission doit être développé, ce type d'action à réinventer, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, voilà. Je connais un petit peu, je sais qu'il y a de plus en plus d'initiatives au niveau des écoles, des collèges et des lycées pour arriver à mettre en place des ateliers de décryptage des médias. C'est d'autant plus vital que, quand je dis que je vis en pleine fake news, c'est que moi je vois moi-même journaliste, je vois plein d'autres journalistes raconter n'importe quoi. Donc c'est là mon problème, c'est qu'à partir du moment où je vois des journalistes qui en arrivent à raconter n'importe quoi, en l'espèce sur les révélations Snowden, si ces mêmes journalistes sont ceux qui sont chargés d'aller dans les interclasses et expliquer le décryptage des médias, ça devient compliqué. Donc c'est le problème dont je parlais de confusionnisme généralisé, dont je parlais tout à l'heure, ne touche pas que les salles de classe, ça va bien plus loin que ça, mais c'est clair qu'à partir du moment où, dans le monde d'avant, il y avait ceux qui avaient le droit de parler, ceux qui avaient le droit de se taire, ceux qui passaient à la télévision, à la radio, dans les médias, et puis les gens qui lisaient, avec Internet, tout le monde est habilité à parler, tout le monde est habilité à s'exprimer. Bah, vous venez de le faire. Moins longtemps que moi. Mais aujourd'hui, tout le monde peut créer un site web. Le référendum européen... Aujourd'hui, avoir accès à Internet, ça coûte pas si cher que ça. Créer un site web, c'est beaucoup plus simple qu'en 2005. Bah, je sais pas, si j'irai voir votre site. Mais en tout cas, voilà... Bon, je connais pas votre cas, mais en tout cas, voilà. Dans ce monde bottom-up, il y a de plus en plus de gens qui sont amenés à s'exprimer, et effectivement, bah forcément, c'est quelque chose qui est aussi un processus révolutionnaire, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas complètement anticipé, et qui fait que ça bouleverse les lignes de démarcation. Okay. Mais oui, en tout cas, pour ce qui est d'interclasse, mais il en faut beaucoup plus, un petit peu partout, parce que ça devient une responsabilité de tout un chacun, et pas seulement dans les classes, mais les lignes de force sont en train d'être complètement, imploses. C'est pas qu'elles explosent, c'est que ça implose. Et donc c'est passionnant, mais c'est aussi potentiellement dangereux. On va reprendre des questions ou pas? C'est fini.
Ah, on doit libérer la salle. Désolé, mais il y a 2 messieurs là. Venez avec nous en aparté. Merci infiniment à vous tous. J'espère que les aspirations démocratiques s'arriveront à se perpétuer. Je vous rappelle juste que tout à l'heure, à 15h, ici même, vous aviez une rencontre avec Asli Erdogan, la journaliste et romancière turque incroyable, qui sera là pour une rencontre avec Sophie Joubert. Merci beaucoup.